Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 360 du podcast Jeune Actu, saison 10, épisode 2. À mes côtés aujourd'hui pour parler de la première semaine de la saison régulière, il y a Raphaël Masmejean, bonjour. Salut Alain, salut Greg, salut à tous. Grégory Richard est en effet avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Je vois qu'on est deux représentants de la team pas de cheveux contre la superbe crinière de Raphaël. Il faut le noter. Oui, il y a deux team book contre une team imberbe aussi, il faut le savoir. C'est vrai aussi. En tout cas, j'ai apprécié messieurs parce que c'est la première fois, on va le dire, sur les previews notamment qu'on a enregistré, on n'avait pas les sons et tout ça. Là, on entend les génériques et tout ça en même temps, même en enregistrant à distance, et j'ai vu vos têtes bouger sur le générique. Donc ça sent la saison qui reprend et ça fait du bien. La rentrée a eu lieu en effet messieurs, on l'a dit, 10e saison quand même qu'on entame. Je te rends compte Raphaël, on était jeunes, c'était avec toi le premier épisode. Ouais, on était jeunes. Putain, ça passe vite. Hein. T'as vu, ça passe vite. Ouais. La première année, on rappelle, c'était donc 2011. Je cherche. Michael Vick avec les Eagles qui venait de signer un contrat à 100 millions dans la première émission. Je me souviens de ça. Je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais Michael Vick était aux Eagles. Donc, on débriefe la première journée de la saison 2020. Évidemment, on a parcouru beaucoup de chemin depuis tout ça. On débriefe la première semaine, avec les Buccaneers, avec les Saints, avec la surprise Jaguars, plein d'autres choses. Le programme est aussi simple que ça, car le mardi maintenant, c'est débrief et pur débrief. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Messieurs, Tom Brady à Tampa Bay, ça a commencé avec une passe de 29 yards, puis un touchdown au sol sur le premier drive. C'est donc parti fort, mais ensuite ça a considérablement calé. Saints 34, Buccaneers 23. Raphaël, ce qu'on a vu surtout, est-ce que c'est pas la différence entre une équipe où le quarterback vient d'arriver et une autre où le quarterback est là depuis un moment et tout le monde se connaît bien? Si, forcément, il y a de ça dans ce match-là, avec, on l'a vu, des Saints qui, en profitant des erreurs de Tampa Bay et des Buccaneers, ont réussi à chaque fois, eux, à aller marquer des points. Clairement, on a une question de rodage. On a vu des problèmes de timing entre Tom Brady et ses receveurs. Forcément, toute une nouvelle escouade pour le coup. En plus, avec un Mike Evans un peu limité visiblement physiquement, donc qui n'a pas pu être à 100%. Voilà, donc rien d'étonnant à ce qu'il y ait des rodages à ce niveau-là. On s'attendait forcément à ce que les Buccaneers… malgré toute l'expérience de Tom Brady, ça reste un playbook entier à apprendre et des nouveaux joueurs avec qui… même, je pense à la ligne offensive, toute la ligne, parce qu'on parle des signes, mais tu as aussi le travail avec la ligne offensive, mine de rien, des réflexes que tu as par rapport à des partenaires depuis certaines années et que tu n'as pas avec les nouveaux. Donc, pas surprenant. Après, il y aura à redire parce que je pense que ce n'est pas forcément la seule explication à la défaite, mais forcément, ça part. Grégory, est-ce qu'un des motifs d'inquiétude, ça pourrait aussi et surtout être que Donovan Smith est son tackle gauche et que le jeu au sol est assez douteux pour le moment? Oui, alors après, c'est sûr qu'avoir Donovan Smith qui a connu une rencontre aussi compliquée, ça n'a pas forcément fait les affaires de Tampa. Le jeu au sol, j'attends de voir. Encore une fois, Ronald Jones, ça reste un joueur de deuxième année, si je ne me trompe pas. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a encore plus de travail que Brady pour poursuivre sur ce que disait Raph. Il est dur à analyser ce match quand même de Brady. Je n'ai pas forcément l'impression, même si c'est ce qui ressort un petit peu forcément de par le résultat, que pour beaucoup, Brady a fait un moins bon match que Breeze, par exemple. Je ne sais pas si c'est cette impression-là qui prédomine de mon côté, malgré en effet certaines erreurs. Le pick six, bien entendu, qui fait quand même pencher la balance pour les Saints dans un moment relativement crucial, où les équipes se tiennent plus ou moins au niveau du score. Mais après, la prestation globale, c'est sûr que
pour répondre très clairement à ta question, c'est sûr qu'il va falloir que le casting s'améliore, surtout quand c'est ton tackle côté aveugle et que tu as maintenant 43 ans. Mais encore une fois, ce qui est assez encourageant pour les Bucs et pour Brady, c'est que malgré ce déficit-là, j'ai pas la sensation que ça a été globalement catastrophique offensivement parlant. Oui, non, je suis même pas sûr qu'on considère que Brady ait fait un moins bon match que Drew Brees. Évidemment, il y a les 2 interceptions, mais on en a demandé quand même beaucoup moins à Drew Brees. A priori, il lance pour 160 yards, il lance 30 passes, Brady 36. Mais c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Je sais pas, Raphaël, si on peut comparer les deux vraiment. Ouais, non, je sais pas sur ce match si on peut comparer ce qu'on a demandé aux deux. Non, vous avez raison là-dessus. Après, mais je trouve effectivement là où on voit peut-être le manque de rodage en attaque, c'est qu'à l'inverse, la défense des Buccaneers m'a semblé la plupart du temps plutôt prête, elle pour le coup, en progrès par rapport à l'an dernier. Alors ils prennent beaucoup de points à la fin, mais ils sont souvent aussi mis. Donc tu as ce pick 6 déjà qui est pas de la faute de la défense, et tu as plusieurs fois où la défense des Buccaneers a été mise en situation un peu compliquée par la perte de ballon, donc s'est retrouvé à devoir défendre très bas, on va dire très bas sur le terrain. Donc voilà, on a vu que la défense des Buccaneers, qui a eu peu de changements, elle était déjà à peu près au niveau. L'attaque, forcément, avec tous ces changements, doit se roder. Après, je trouve que Brady continue sur sa lancée de l'an dernier, avec quelques questions malgré tout, des passes un peu hasardeuses à certains moments. Ouais, mais alors, si tu veux, si je me permets, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi un style, ce qui est paradoxal en plus avec son âge avançant et sa carrière étant quand même sur le point de se terminer. Voilà, il était quand même très clairement dans une attaque à New England, sans parler de système, en tout cas dans une attaque qui était quand même très bien huilée et qui lui permettait, avec une ligne offensive excellemment coachée, etc., de vraiment réussir à distiller de manière chirurgicale. C'est pas là, Tampa Bay, manifestement, de ce qu'on en a vu. On a vu pas mal de play action, avec encore une fois, avec une ligne offensive, t'en parlais Alain, avec Donovan Smith qui était quand même extrêmement friable, perfectible. Forcément, il n'y a pas eu de pré-saison. Et encore une fois, c'est là-dessus, c'est forcément aussi ce qui amène le pick six, c'est que on va se diriger vers un jeu extrêmement risqué du côté de Brady, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, en tout cas ces dernières années du côté de New England. Et voilà, ça pique quand même la curiosité. C'est vrai que bon, l'année dernière à New England, il n'était pas forcément excellent. En 2018 non plus. Il y a peut-être moyen qu'il redonne un petit coup de fouet, en tout cas d'un point de vue statistique dans les airs, mais ça se fera pas sans dommage, comme ce qu'on a vu ce week-end du côté de la Nouvelle-Orléans. Je reviens sur ce que tu as dit, Raphaël. Au niveau de la défense, en effet, ça a été plus qu'honnête statistiquement. Ils ont autorisé 82 yards au sol à New Orleans et surtout une moyenne de 2,4 yards par course. Donc, ça a plutôt très bien défendu, quand même, relativement face à cette équipe de New Orleans. D'ailleurs, les Saints font un match affreux, selon les mots de Drew Brees. Sean Payton a dit que c'était un de ses pires matchs en tant que sur les choix de jeu. Donc, pour les Saints, c'est presque encourageant, même, cette victoire. Ils gagnent de 11 points et ils sont à pinailler sur... j'ai pas été bon sur les appels de jeu, j'ai pas fait un bon match. Ils sont en effet avec un Latavius Murray à 48 yards au sol qui est leur meilleur coureur, Alvin Kamara à 16 yards en 12 courses. Donc il y a une belle marge de progression finalement pour ces Saints aussi. Grégory, je te vois hocher la tête. Je sais pas, tu parlais à Raphaël, c'est pour ça m'a perturbé. Oui, non, il y a une marge de progression. Après, Sean Payton, j'ai pas dans l'idée, en tout cas si on prend par rapport à d'autres coachs de ce qu'on a vu ce week-end, qu'il est spécialement mal appelé les jeux. Justement, je pense que c'est ce qui les a un petit peu sauvés, justement, sur quelques troisièmes tentatives un petit peu compliquées, être capable de sortir quelques trick plays, Taysom Hill à un moment donné, être capable de sortir Emmanuel Sanders ou Jared Cook quand il le fallait également. Donc non, j'ai pas dans cette idée-là. Après, oui, franchement, c'est clairement plus la défense pour le coup des Saints et les équipes spéciales en l'occurrence qui ont laissé cette marge de manœuvre à l'attaque des Saints de se détacher petit à petit. Mais oui, je te rejoins carrément. C'est sûr que ça laisse augurer de bonnes choses dans une équipe qu'on savait complète et qui en l'occurrence sur cette première semaine n'a pas été à 100%. Raphaël, je te vois faire une petite moue. Non, en fait, moi, alors, c'est un ressenti personnel, mais je prends quand même la déclat de Payton comme, encore une fois, c'est pas sa première, un petit excès d'arrogance qu'on lui connaît bien. Je trouve le côté, on en colle 30 à l'équipe hype de l'été, mais c'est notre pire match, j'ai fait des mauvais appels. Ah, t'es comme ça. Ouais, face à un rival de division, je le sens un peu comme ça quand même. Malgré tout, je le vois un peu comme une petite pique, quoi. Genre, regardez, en étant parodé ce qu'on vous a collé, quoi. On n'a pas mis 600 yards, les gars, on est vraiment mauvais. Ouais, c'est ça. Bon, je trouve ça un peu
voilà, moi je pense qu'il y a un peu de ça quand même malgré tout dans la déclat de Peyton. Après, par contre, ce qui est positif côté Saints, c'est qu'ils avaient quand même l'habitude ces dernières saisons de mal commencer, souvent une première défaite pour commencer, tout ça. Là au moins, ils gagnent direct. Ils étaient un peu plus près, même s'il y a encore du rodage, hein, comme a l'air de le dire Sean Payton. Enfin, si toutes les équipes de la ligue jouaient aussi mal et marquaient 30 points le premier match, on aurait une ligue de très très haut niveau, quoi. Oui, je sais plus, je crois qu'il y a 4 équipes parce que les Chiefs ont marqué 34 points aussi. J'avais vu la stat, je crois qu'il y avait 4 équipes l'an dernier qui n'avaient jamais marqué 34 points de toute la saison. Alors que là, les Saints le font dès le premier match en disant qu'ils ont joué comme des pipes. Donc, a priori, ils ont quand même de la marge. Juste pour boucler sur le sujet Tampa et sur le sujet de ce match, au niveau du boulot, on a donc évoqué très largement les Buccaneers. Juste si on doit résumer en 2 mots, c'est quoi pour vous les 2 axes de progrès des Buccaneers? Est-ce qu'on dit ligne offensive ou est-ce qu'on dit Tom Brady lui-même? C'est quoi la suite pour cette équipe hype de la saison? Special team, ce serait bien quand même. Hein. Les équipes spéciales aussi, ça peut Parce être. Parce que le ballon qui est rendu à 31-17, alors que c'est même pas un onside kick qui est tenté par les Saints à ce niveau-là, quand tu prétends être la principale équipe à contester la suprématie des Saints en NFC Sud, ça fait un peu tâche. Et ouais, il y a aussi ce field goal bloqué, donc ouais. Alors, c'est une équipe jeune, mais ouais, sur l'équipe spéciale, ça doit quand même s'améliorer. Les équipes spéciales pour Greg, Raph, tu leur donnes quoi comme axe de progrès? Bah, l'attaque, forcément, parce que je voulais dire, moi j'ai trouvé la défense assez haut niveau pour le coup, coaché par Todd Bowles. Même leur backfield défensif jeune, sur lesquels j'avais quelques interrogations, m'a semblé être d'un bon niveau sur cette semaine. Donc l'attaque. Un peu de pénalité évite, un peu trop quand même. C'est vrai. Parce que tu en penses, mais. Pour rappel, en tout cas pour la stat, messieurs, c'était la première fois de l'histoire que 2 quarterbacks de plus de 40 ans étaient titulaires dans le même match. C'était la première opposition entre Quadra. À mon avis, ce ne sera pas la dernière vu la tournure que prennent les choses maintenant. 49ers 20, Cardinals 24. Les Cardinals étaient un des buzz de l'intersaison avec l'arrivée de DeAndre Hopkins. Ni les Cardinals ni Hopkins n'ont déçu. Victoire contre le finaliste du dernier Super Bowl. 14 réceptions, 151 yards pour Hopkins. Est-ce que là, pour le coup, on est sur une hype réelle avec une des potentielles belles histoires de la saison? Grégory, je vais te laisser commenter parce que Kyler Murray est encore jeune. C'est plutôt ton rayon, les draftés ou récemment rookies. Oui, bah, il a été assez solide malgré son interception concédée en position assez défavorable par Jacques Kittart. Non, franchement, il a été assez précieux. Je trouve que son touchdown au sol, où il remonte, je crois, quasiment une trentaine de yards, facile, ça a reboosté cette équipe d'Arizona qui me semblait pas forcément dans un moment fort à ce moment-là. Et après, en effet, tu l'as dit, quand on a un receveur clutch comme était supposé l'être DeAndre Hopkins et qu'il a l'impact qu'il a, notamment dans la dernière ligne droite avec le nombre de réceptions, c'est combien? 14 réceptions au total qu'il fait? 14, ouais, ça. Voilà, j'avais ciblé en preview éventuellement des lacunes potentielles sur le poste de cornerback. Là, malheureusement, ça s'est vu du côté de San Francisco. Et c'est vrai qu'en plus, on attendait de voir la ligne offensive un peu poreuse des Cardinals contre ce gros pass rush de San Francisco. Je trouve que globalement, les Cards s'en sont plutôt bien sortis, surtout qu'il me semble qu'il y avait un peu de casse sur l'intérieur de la ligne. Donc franchement, là encore, c'est comme pour Tampa, ça reste de bon augure. Et là, pour le coup, il y a une victoire contre une équipe qui était quand même au Super Bowl en février dernier. Bon, et puis DeAndre Hopkins, donc quel monstre, 34 yards à la réception pour mettre son équipe en position pour le touchdown de la gagne à 5 minutes de la fin, 14 au total, on l'a dit. C'était quand même assez impressionnant, Raphaël. On va pas revenir sur l'échange avec Houston, mais parler de l'impact, il est immédiat l'impact de DeAndre Hopkins là. L'impact est immédiat. Je me faisais la réflexion ce week-end. Bon, après, les goûts, les couleurs, tout ça, mais je me demande si hors quarterback, c'est peut-être pas le joueur le plus décisif et le plus clutch hors quarterback actuellement dans la ligue. Il a un impact vraiment immédiat. On le voit là dès le premier match face aux finalistes en titre. 14 réceptions et la dernière, enfin celle pour placer son équipe en position de marquer le touchdown là, de 39 yards où c'est vraiment du yard gagné après réception en plus, hein. Beaucoup de ça aussi. Il va chercher des yards supplémentaires, il casse des plaquages. Enfin, il a un impact immédiat. La connexion avec Kyler Murray s'est fait tout de suite. Je pense que ça aide et ce système-là fait que du coup, ça aide aussi la ligne offensive, ça aide tout le monde autour. Donc voilà, l'impact est immédiat, il vaut le prix auquel ils l'ont eu.
Et les Cards, avec ça, se montrent comme un prétendant pour les playoffs, assurément. Enfin, Et ce qui est terrifiant, c'est qu'ils ont à peine eu à utiliser leurs autres armes, puisque Larry Fitzgerald a 4 réceptions pour 34 yards, Christian Kirk capte un ballon mais pour 0 yards, Max Williams a 0 réception. Enfin, ils ont même pas eu. Il a 14 réceptions sur 26 quand même. C'est énormissime. C'est plus de la moitié des ballons réceptionnés par son équipe. Donc, c'est un impact quand même qui est phénoménal. Faut souligner quand même, parce que la curiosité, c'était l'attaque d'Arizona, pardon. Mais il y a quand même de la défense. Ils prennent que 20 points face à une équipe de San Francisco qui est quand même finaliste du dernier Super Bowl. Ils prennent 20 points et surtout ils tiennent bien la baraque en fin de match, ce qui n'est pas toujours évident pour les jeunes équipes qui sont attendues. Après le 2-minute warning, les 49ers, c'est passe de 2 yards, passe de 9 yards, passe incomplète, passe de 5, incomplète. Alors, est-ce que c'est plus indicatif? C'est un peu une des questions qu'on pose souvent dans les premières semaines. Est-ce que ça en dit plus sur l'attaque des Niners ou la défense des Cardinals? Pour moi, ça en dit un peu plus sur l'attaque des 49ers. Pour le coup, oui, la défense des Cardinals, ça fait quelques bonnes actions, mais il y a eu aussi un peu de chance. Peterson qui dévie la passe en end zone avec son casque. On a vu le rookie Isaiah Simons qui devait apporter beaucoup, qui s'est fait avoir sur les 2 touchdowns, qui mange vraiment qui mange la fente de Raheem Mostert. Bon, j'ai trouvé que ça en disait un peu plus sur les questions et les interrogations autour de l'attaque des 49ers que vraiment le test passé par la défense des Cardinals. Voilà. Grégory, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu trouves aussi que Jimmy Garoppolo continue de ne pas impressionner? Manifestement, il n'a pas impressionné son coach de par les déclarations de Kyle Shanahan, et je pense qu'il y a un peu moins d'ironie ou en tout cas de langue de bois de sa part par rapport à ce qu'on a dit sur Peyton tout à l'heure. Bon, après, encore une fois, les absents ont toujours tort. Il manquait quand même leurs 2 principaux receveurs supposés, Deebo Samuel et Brandon Ayuk, qui n'étaient pas là sur ce match. Je veux bien que Trent Taylor ait montré de bonnes choses avant sa blessure de la saison passée, mais c'est peut-être pas le même standing. Et justement, dans les moments clés, au moment où on s'est tourné un peu plus vers lui, sur le match-up avec Byron Murphy, ça n'a pas forcément tourné en sa faveur. Il me semble que George Kittle a traîné un petit peu la jambe aussi à un moment donné. Bref, je vais te dire, il termine avec une entorse. Je sais plus si c'est voilà, le genou. donc c'est pas chercher des prétextes systématiquement pour dire Garoppolo, on sait jamais, Garoppolo, on sait jamais. Mais voilà, j'attendrais peut-être de voir avec un casting un poil plus fourni, ou en tout cas un poil plus en mesure de vraiment booster cette équipe des Niners. Parce qu'après, après c'est pareil, c'est sûr que le backfield offensif n'est pas extraordinaire malgré les yards après réception de Raheem Mostert. Donc ouais, là encore, c'est perfectible à l'image notamment du quarterback des Niners. Mais oui, non, je rejoins globalement Raphaël. C'est sûr que je suis un peu plus inquiet pour l'attaque de San Francisco que pour la défense d'Arizona au sortir de cette rencontre. En fait, c'est peut-être juste un match très significatif de Garoppolo, au sens où c'est un quarterback décent, mais qui a besoin d'être entouré. Et là, en l'occurrence, comme tu l'as dit, il n'y a plus grand monde autour, avec un Kittle qui finit en boitant. Surtout dans une division qu'on sait aussi féroce que ce qu'elle va être, quoi. Donc c'est un peu voilà. Ouais, Raheem Mostert s'est retrouvé un peu première arme offensive. Il a 15 courses et 4 réceptions, donc il a quand même eu 19 ballons là-dedans, ce qui faisait pas mal de boulot. Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je rejoins Greg. Effectivement, il manquait un peu de casting pour vraiment avoir la vision globale de ce que peut donner cette équipe des 49ers. Après, Garoppolo, il y a quelques vilains lancés hors timing. Je pense notamment à ce touchdown un peu tout fait pour Bourne, dans la end zone où il lance trop tard et ça permet à Peterson de revenir. Voilà, quelques imperfections. Après, c'est comme pour un peu tout le monde première semaine. On va pas tout de suite mettre tout le monde clairement sous le chariot, mais bon. On enchaîne avec la grosse surprise de cette semaine, messieurs. Jaguars 27, Colts 20. Je me permets, mais tant qu'on y est, moi j'ai été un peu pas inquiet, mais surpris par la difficulté de la défense des 49ers à gérer Kyler Murray et ses courses en fin de match, à surveiller. Je les ai trouvés un peu en difficulté face à un quarterback très mobile. Il y en a un autre dans la division, il y en a d'autres dans la ligue. Il faut surveiller, je pense. C'est vrai. Je disais donc qu'on passait à l'énorme surprise de la semaine. Jaguars 27, Colts 20. On les donnait dernier de notre power ranking avant la reprise. Voilà donc les Jaguars vainqueurs d'un des outsiders de l'AFC. Un très beau vent de fraîcheur quand même, cette équipe des Jaguars, on peut le dire. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, parce qu'avec le contre-jour, je voyais pas très bien, mais Raphaël, c'est une moustache?
Ouais, c'est Non plus parasé. Ah d'accord, parce que je me disais avec le contre-jour, parce que encore une fois, on vous rappelle qu'on est en visio, donc on se voit moins bien que d'habitude. Je me disais, est-ce que Raphaël a un hommage à Gardner Non, Minshew, non, non. D'accord, bon, c'est le La contre-jour moustache qui... pousse très vite, Raphaël, sache-le. Même pas Je- 24 heures. Ouais, je sais. Bon, je croyais que c'était un vrai hommage à Gardner Minshew. Bon, ce sera pour plus tard, quand il gagnera le Super Bowl, probablement. Donc, vent de fraîcheur, je disais, pour cette équipe des Jaguars, inattendu, mais finalement, bah, peut-être que ce ménage-là, il était nécessaire pour repartir dans le bon sens. Alors, on va parler de Minshew, mais il y a quand même vent de fraîcheur, même en défense. Hein. Une interception, 5 plaquages, 3 passes défendues pour le rookie CJ Anderson. On a retrouvé Mike Jack sur un sac. Ils ont poussé quand même Philip Rivers à la faute. Ils ont tenu le score en fin de match. Une défense qui avait été largement dépouillée de ses talents ces 18 derniers mois et qui finalement s'en sort. Encore une fois, c'est une drôle de situation. Mais alors, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était vraiment un épiphénomène? Je vais commencer par ça, Raphaël. Alors, je pense pas que ce soit un épiphénomène dans le sens, je pense qu'on va voir effectivement des Jaguars se battre toute la saison et essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes, et notamment, je pense à Minshew qui doit vouloir prouver qu'il peut être quarterback titulaire dans cette ligue, donc forcément, va pas falloir compter sur lui pour abandonner quoi que ce soit. Après, là où ça pourrait peut-être rejoindre l'épiphénomène, c'est que je pense que malgré tout, il y a quand même des trous dans cette équipe qui font qu'ils n'iront pas en chercher une dizaine de victoires. Mais si déjà, avec ce groupe jeune, ils arrivent à en chercher 4, 5, je pense que la saison est pas si loin d'être réussie au final. Donc, épiphénomène dans le style, non. Épiphénomène dans la victoire, peut-être, ouais. Grégory, est-ce que tu les vois aller en chercher quelques autres comme ça? Ouais, je suis déjà un poil plus optimiste que j'ai vu. C'est sûr que ça peut reconditionner en tout cas le premier choix de draft que tout le monde présageait. Maintenant, c'est vrai que c'est un match qui est quand même plein de paradoxes. Si je me permets de commencer à faire le parallèle, parce que c'est vrai qu'on a quand même une équipe des Colts qui est censée être un peu plus expérimentée à l'image de leur nouveau quarterback vétéran et une équipe des Jags hyper jeune. Et sur ce match-là, les Jaguars, entre guillemets, l'ont un peu eu à l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont fait le dos rond pendant très longtemps, notamment en défense. Indianapolis mène, à mon sens, quand même pas mal un petit moment dans ce match. Ils mènent 445 yards à 241 aussi. Hein, Oui, niveau statistique, en termes de yards, ils sont devant. Et encore une fois, en termes de score, même s'il y avait toujours qu'un seul field goal ou un seul TD d'avance, ils étaient toujours devant. Et peut-être aussi qu'à l'usure, Indianapolis s'est peut-être laissé un peu griser avec ses nombreuses opportunités manquées. C'était un over and down, notamment loupé aux portes de l'embut en première mi-temps. Un field goal manqué également de Rodrigo Blankenship. Et en face, Jacksonville a été vraiment opportuniste, a vraiment fait aucune erreur pour une équipe qui encore une fois, est quand même extrêmement jeune en NFL. À l'image d'un Gardner Minshew qui a quasiment une fiche parfaite. Je crois qu'il fait 19 sur 20 à la passe sur ce match-là. Ouais, incroyable. Donc voilà, 3 TD, 0 interception. Alors certes, on pourra dire que la défense des Colts a été inhabituellement naïve par rapport à ce qu'on peut voir ces derniers mois depuis l'arrivée de Matt Eberflus. Mais en attendant, Jacksonville est capable d'aller chercher ces opportunités-là avec un James Robinson qui a été la bonne surprise mais qui n'a pas tout pété au sol en termes de yards, et un DJ Shark qui a été utilisé de manière relativement sporadique, quoi. Donc c'est sûr que c'est extrêmement bluffant, et si en effet le fait d'avoir fait le ménage en interne à Jacksonville peut permettre d'apporter un peu plus de volonté, de solidarité dans cet effectif, et justement cette capacité à coiffer au poteau les équipes qui ne bouclent pas les rencontres à temps, ce sera de bon augure pour les Jags. Minshew, il faut quand même donc en parler. 3 touchdowns, 0 interception. 4... Alors du coup, ça fait combien? Mince, j'ai pas le pourcentage. 19 sur 20, ça fait un beau pourcentage. Je ne sais plus combien. 88 et des poussières. 98, 80. Ouais, enfin voilà, c'est énorme. Vous voyez, on n'est pas affûté sur les maths, mais ça fait un peu beau 96. Voilà, bon, c'est très beau. C'est une belle histoire avec ce mec bourré de swag, mais c'est surtout du coup un bon joueur qui fait briller, parce qu'on parlait d'entourage pour Jimmy Garoppolo, etc. Il fait quand même briller Keelan Cole, Laviska Shenault, DJ Shark, des mecs qui étaient quand même des no-name il y a un an, quoi. Donc, et qui en seraient peut-être ailleurs. Donc ça aussi, ça fait partie de la prouesse. Lui, pour le coup, il est quand même en train de faire son trou, Gardner Minshew, hein, Raphaël. Oui, il est en train. Alors, il y a toujours bien sûr quelques petits défauts dans son jeu. Moi, j'ai trouvé que par moment, il avait tendance à partir de sa poche en courant alors qu'il avait potentiellement des receveurs ouverts. Donc, il y a toujours des petits défauts. Mais ça reste qu'un joueur qui entre dans sa deuxième année. Donc, on peut estimer que c'est perfectible à ce niveau-là. Il est en train de prouver parce qu'il y a de la volonté. Il crée une dynamique. On sait qu'au poste de quarterback, c'est quand même quelque chose aussi que les équipes recherchent. Un vrai leader qui est capable de tirer son groupe vers le haut. Lui a l'air de pouvoir le faire, en tout cas sur ce qu'il monte depuis qu'il a pris le poste de titulaire.
Donc, à voir, à confirmer. Mais en tout cas, si. Pardon, non, j'allais compléter ce que tu disais, mais j'allais dire qu'il avait beaucoup de problèmes de perte de ballon l'année dernière. Et si déjà, il arrive à gommer de cette manière cette problématique-là, voilà, ça restait un quarterback qui avait une bonne cote et qui avait une bonne cote malgré justement ce problème-là. Donc en effet, ça peut devenir, alors peut-être pas un top 10 quarterback de la ligue, mais en tout cas un quarterback extrêmement régulier et qui peut permettre en effet à Jacksonville d'être un poil à gratter permanent. Alors, tu parles de perte de ballon, ça m'offre une transition magnifique vers Philip Rivers, 36 sur 46, 363 yards, un touchdown, 2 interceptions. Il y a les 2 interceptions, mais il y a les 363 yards. Il y a un peu les deux choses. Est-ce que finalement, c'est exactement le même quarterback qu'à Los Angeles et San Diego, même s'il a une meilleure ligne, une meilleure ligne, pardon, il produit du yard, mais il produit de la gaffe. C'est ça, hein. C'est ça. Moi, j'ai vu le même Philip Rivers qu'à Los Angeles, San Diego, etc. Comme tu dis, ça. On a produit, il est capable de faire émerger des receveurs. On l'a vu, là, il a eu un impact immédiat sur Paris Campbell. Il a eu un impact immédiat sur Paris Campbell, le receveur de deuxième année. Mais par contre, il y a ces vilaines interceptions. La deuxième, notamment, est totalement hors tempo. Enfin, bon, c'est le Rivers qu'on a l'habitude, quoi. Oui, on a eu un tout petit décrochage au début. Raphaël, tu disais que ça produit et ensuite tu nous expliquais qu'il avait trouvé ses receveurs, si j'ai bien compris. Bah notamment, oui, ça produit et on l'a vu avec Paris Campbell, mais après, c'est toujours ces vilaines erreurs, ces vilaines fautes de concentration, on va dire. Ils ont pas été vernis non plus. Il y a une 4e devant la end zone qui ne passe pas. Il y a la blessure de Marlon Mack qui était quand même à 26 yards sur seulement 4 courses au moment de sortir. Greg, est-ce que tu penses que les Colts sont embarqués dans finalement cette aventure Philip Rivers avec tout ce que ça a de bon et de moins bon et qu'il ne va pas épurer son jeu finalement en fait, même s'il a une meilleure ligne? Moi, ce qui me pose un peu question, c'est est-ce que vraiment, initialement, l'idée c'était de faire venir Philip Rivers pour qu'il soit le principal dépositaire de ton attaque? Ça me paraît quand même un peu bizarre. C'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel dans le domaine aérien, qui a fait des statistiques régulièrement à Los Angeles en effet malgré ses problèmes de ligne. Après, du côté des Colts, justement, on a souvent été habitué à installer un jeu au sol plus convaincant, certes avec des quarterbacks post-Andrew Luck qui étaient moins convaincants. Mais justement, c'est ce que je trouve un peu dommage de la part de Frank Reich et de Nick Sirianni, son coordinateur. C'est peut-être d'avoir donné trop de responsabilités sur ce match-là à Philip Rivers. On a peut-être voulu le mettre en confiance sur ce match-là, peut-être un petit excès d'orgueil en se disant que c'était que Jacksonville en face et que ça pourrait passer. Et en effet, comme le dit Raph, il y a des lancers qui étaient peut-être beaucoup moins inspirés. On a fini par oublier le jeu au sol avec un Jonathan Taylor qui au final a été très peu performant. Et pourtant, il y a un Nyheim Hines qui est plus percutant à la réception, mais qui a vraiment fait 100 matchs globalement. Et je pense que peut-être qu'en tentant peut-être un petit peu plus sur le jeu au sol, en étant un peu plus patient dans ce domaine-là, en mettant un poil moins de pression sur Philip Rivers, ça aura peut-être pu passer. Mais je ne suis pas convaincu qu'en faisant lancer 46 ballons à Rivers chaque semaine, Indianapolis arrivera à atteindre les playoffs. Oui, j'allais te dire, dans un match qui était relativement serré, en effet, la philosophie de jeu, elle est claire. Quand tu regardes les stats, c'est 46 passes pour 22 courses. Donc en effet, ils ont filé les clés de l'attaque à Philip Rivers. Raphaël, je te vois. Ouais, mais en même temps, je sais pas, moi ça me m'étonne pas totalement non plus. Je veux dire, on les a vus l'an dernier avec Jacoby Brissett en se basant sur le jeu au sol, ça a atteint ses limites aussi. Il y a eu des blessures au poste de quarterback l'an dernier aussi. C'est ça qui les plombe vraiment à mon sens. Moi je pense que c'est pas que ça. Je pense qu'on avait vu les limites de ce que Jacoby Brissett pouvait faire. Après, c'est un ressentir. Mais je pense que du coup, il y avait quand même l'idée qu'avec Philip Rivers, tu avais un upgrade au poste de quarterback et donc un quarterback qui justement te permet de lancer 30-35 fois par match et d'aller chercher la victoire. Ce qui va être possible cette saison avec Philip Rivers. Donc, moi, je pense que c'est assumé de lui filer autant de ballons. Si tu lances 30 ou 35 balles, c'est ce que tu dis. Ouais, il y en a 10 de trop. Il y en a peut-être 10 de trop. Ouais. J'allais dire, le juste milieu se situe entre vous deux. Je pense que c'est ce que Greg veut dire. C'est qu'il faut que ce soit un poil moins que maintenant, mais pas que ce soit aussi peu qu'à l'époque de Jacoby Brissett, quoi. Qu'on se mette vraiment entre ces deux-là. Bon, en tout cas, Indianapolis aura l'occasion, évidemment, de se rattraper dans les semaines à venir. Un petit jingle et les autres matchs. Hi, this is Darren Waller from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast.
c'était les quelques secondes qui vont nous faire striker sur YouTube. Quand je dis striker, c'est qu'ils retirent la monétisation, mais du coup on s'en fout, hein, c'est pas très grave. Et si en plus ça nous permet d'écouter California Dreaming, c'est que ça va. Messieurs, les autres matchs de la semaine, Falcons, Seahawks, on commence tout de suite dans le dur pour Grégory Richard. 25 pour les Falcons, 38 pour les Seahawks. 31 sur 35, 322 yards et 4 touchdowns. Russell Wilson, MVP plus que jamais sur les rails. Raphaël, je te laisse commencer parce que c'est ta campagne qui est lancée. Wilson for MVP. Bon là, pour le coup, il ne pouvait pas plus te donner raison que cette semaine. Non, mais ça me fait plaisir parce que j'ai commencé cette campagne au moment de la fiche des Seahawks cette intersaison, donc je tenais à la mettre en avant. Là où ça me fait plaisir, c'est que, comme ils disent à Seattle, les Seahawks ont décidé de laisser Russell Wilson cuisiner. Donc je le fais en français hein, voilà, je sais que nos amis québécois aiment qu'on parle en français, donc je vais jusqu'au bout. C'est Russell qui gère la poutine, tu veux dire? Voilà, c'est ça. On le voit notamment par une stat assez frappante, 65% de passes sur première tentative ce match-là, alors que l'an dernier, c'était une moyenne de 47%. Voilà, direct, on met Russell Wilson en confiance, on lui donne les clés du camion. Et à mon avis, c'est absolument à juste titre parce qu'on l'a vu. Il a des skill players pour faire des réceptions. Il a un Chris Carson qui se montre à la réception. On n'attendait pas forcément ça de lui. Et il est exploité à ce niveau-là, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, il est d'une précision assez redoutable. Enfin, cette passe sur 4e tentative pour Metcalf est absolument. Enfin, voilà. Donc, je pense sincèrement qu'il va nous éblouir une bonne partie de la saison s'il arrive à rester en vie. Parce que donc, ça, le problème reste là. Mais... J'allais y venir. Je rajoute juste une petite stat à ce que tu as dit pour illustrer la prise de pouvoir de Russell Wilson. En effet, ils ont joué moins de jeux au sol sur les premières tentatives. Et surtout, ils ont joué 18 passes sur leurs 25 premières actions. Ce qui, là aussi, est quand même assez significatif. Tu l'as dit, il prend encore 3 sacs. Greg, est-ce qu'on fait encore attention à ça ou est-ce que maintenant on dit c'est la vie de Russell Wilson? C'est la vie qu'il a choisie. Donc on a choisi pour lui à Seattle en tout cas. Oui, de toute façon on ne découvre pas maintenant que c'est clairement le plan global de l'organisation des Seahawks, éventuellement de compter sur la magie du quarterback, mais Raphaël a globalement tout dit sur sa prestation. Maintenant, c'est pas mon objectif de minimiser la perf. Ce sera un quarterback dans la course au MVP et ce sera un quarterback qui aura un impact important sur l'avenir de son équipe. Et j'espère quand même pour lui que pour atteindre le MVP, il aura des backfields défensifs aussi performants que celui qu'on a vu ce week-end. Alors, parle-nous d'Atlanta. Écoute, de toute façon, après, on peut dire ça des deux côtés globalement parce que ça a quand même été un match assez virevoltant dans les airs. Matt Ryan a noirci la feuille de stats aussi. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Mais très, très franchement, je m'attendais à ce que Brian Schottenheimer, le coordinateur de Seattle, teste Atlanta au sol pour voir de quel bois il se chauffait. Visiblement, c'est pas la stratégie qui a été choisie. On a voulu tester justement ces jeunes cornerbacks d'Atlanta, à raison. Et c'est vrai que là, pour le coup, face à un quarterback du niveau de Russell Wilson, ça n'a pas pardonné. Et Seattle s'est rapidement détaché, même si le score n'était que de 14-12 à la pause. Et voilà, et en effet, ça a permis à Seattle de remporter ce match-là. Et en effet, de se rassurer dans un premier temps, ne serait-ce qu'offensivement, et malgré en effet les lacunes quand même ressenties sur le jeu au sol et sur la ligne offensive comme habituellement. Alors, les Falcons, on le disait, ont gagné 506 yards. Il y a beaucoup de points en garbage time quand même. Matt Ryan a lancé 54 ballons pour 450 yards. Il a 3 receveurs à plus de 100 yards. Mais ils sont à 0 sur 4 sur 4e tentative, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu gardes quand même de l'espoir ou est-ce que c'était une sorte de match full stat mais peu de contenu? Franchement, c'est un match qui est difficile à analyser. Vraiment, j'étais très critique en live en voyant le match, en me disant il y a 2 classes d'écart. C'est peut-être pas l'impression que j'ai en analysant après coup. Seattle mérite sa victoire, ils ont parfaitement exécuté, etc., etc. Maintenant, la grosse différence, ça a clairement été d'un point de vue coaching, c'est que Seattle a réalisé les play calls qu'il fallait faire. Là où, à mon sens, justement, Atlanta, et malheureusement, c'est assez récurrent, Dirk Cutter n'a pas pris les bonnes décisions. Et Matt Ryan, quoi qu'on puisse en dire et quoi que je puisse en penser, a aussi cette aptitude, et ça a souvent été le cas dans sa carrière, et notamment en zone rouge, à forcément commencer un petit peu à paniquer dans certains moments chauds, et avec une ligne, encore une fois, qui n'était pas parfaite, où on a vu certains problèmes de timing. Je pense à Jake Matthews ou Chris Lindstrom.
voilà, même contre une ligne défensive de Seattle qui était a priori annoncée comme un point faible, ils ont libéré des brèches et ils ont mis Ryan sous pression sur des jeux où Seattle se montrait beaucoup plus agressif. Et encore une fois, les Hawks ont fait la différence quand il le fallait avec un Jamal Adams énorme, qui a parfaitement bien muselé Todd Gurley, puisque manifestement, c'était le game plan, en tout cas de son côté. Il l'a parfaitement fait. Et voilà, on se retrouve avec une attaque d'Atlanta qui, comme tu le dis, a été comme d'habitude productive, mais comme d'habitude, n'a pas réussi à faire les bons jeux au bon moment. Raphaël, toi qui es un believer d'Atlanta et un optimiste, voilà, je cherchais le mot, de ces dernières années, est-ce que tu y crois encore? Il y a quand même quelques rodages à faire, hein. C'est évident, Greg en parlait. J'ai été un peu inquiet. Bon, après, c'est un rookie, mais le niveau du cornerback, le prénom, c'est A.J. Terrell, c'est ça, hein, si je dis pas de... qui a pris le bouillon. C'est simple, dès qu'il était visé, il a accordé une réception. Donc, c'était un peu compliqué. Et vu la division, il va vite falloir progresser parce qu'il y a quelques clients au poste de receveur qui arrivent dans les semaines à venir. Bon, il y a des soucis. Après, comme dit Greg, il y a quand même des éléments. Je pense qu'ils sont pas si loin que ça des bonnes équipes de la ligue. Faut trouver la clé. Elle passe peut-être par le coaching. Je suis moins optimiste qu'avant le premier match, hein. J'attendais un peu mieux de leur part, sincèrement, parce que je trouve aussi, comme toi, tu le laissais entendre, mais je trouve qu'ils noircissent beaucoup la feuille de stats en fin de match. Quand Seattle a un petit matelas d'avance et j'ai l'impression que ça baisse un peu d'intensité côté Seattle. Donc, je suis un peu plus inquiet qu'avant le début de saison. Après, je me permets juste, Alain, il y a un meilleur pass rush, mais je trouve que c'est un peu une défense qui est un peu ça passe ou ça casse, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils vont être capables de mettre la pression. Là, en plus, quand Seattle, ils se sont régalés. Alors, une fois que la ligne arrive à les contenir, là, c'est panique à bord, quoi. Vikings 34, Packers 43, 32 sur 44, 364 yards, 4 touchdowns. Le challenger de Russell Wilson après cette première journée pour le titre de MVP, c'est Aaron Rodgers. On a retrouvé du grand Aaron Rodgers, le placement du ballon, la facilité du Rodgers qu'on aime, qui donne 14 ballons à Davante Adams, record de franchise pour lui sur les réceptions sur un match, du Marquez Valdes-Scantling, du Allen Lazare. Ça, je crois de mémoire, ça commence fort l'an dernier aussi quand même pour les Packers. Donc on va pas s'emballer non plus. Je crois qu'on avait titré le premier débrief sur un exploit de Rodgers, c'était la semaine 1 ou 2, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le fait est que sur ce match, c'est du grand Rodgers. Il a 35, 36 piges maintenant, ou même 37. Oui, il doit être dans ces eaux-là. Ouais. Et pourtant, ça joue quand même à un très très haut niveau. Là, pour le coup, tu parlais de classe d'écart entre les Seahawks et les Falcons. On a quand même vu une belle classe d'écart entre les Packers et les Vikings sur ce match, Grégory. Oui, clairement. Là, pour le coup, c'est un peu. On attendait de voir justement. Alors, encore une fois, c'est pour nuancer que je précise ça. C'est pas pour dire que la prestation offensive de Green Bay est pas bonne, mais c'est vrai que là aussi, du côté de Minnesota, il y avait une défense qui avait été beaucoup rajeunie. Il y a eu la blessure de Danny Hunter. Et ça a été un régal pour cette attaque de Green Bay qui, même si on a pu émettre des doutes sur la gestion en interne de Matt LaFleur, cette attaque elle reste extrêmement bien huilée avec pour le coup un Aaron Rodgers qui a vraiment profité du temps qu'il avait à disposition pour trouver chacune de ses cibles. J'ai plus tous les stats en tête, mais il me semble que les 3 principaux receveurs font des stats honorables à plus de 60 yards et ils scorent chacun un TD. 2 en l'occurrence pour Davante Adams qui s'est baladé dans ce match avec là encore notamment des cornerbacks qui ont été extrêmement naïfs et ça va être quand même un domaine à travailler du côté de Minnesota. Maintenant je te rejoins, c'est vrai que Green Bay tout au long de la saison dernière c'était une des équipes je trouve les plus régulières de la saison passée, c'est un peu plus coincé en play-off. Bon, si pour les Packers c'est aussi bien huilé que ça a été en 2019, tant mieux et ce sera une équipe à surveiller pour éventuellement bien figurer au classement à l'issue de la saison régulière. Alors, c'est sûr que 41 minutes sur le terrain pour Green Bay contre 19 pour les Vikings. La défense des Vikings a autorisé 522 yards. Ils n'ont pas réussi un seul sac. Ils n'ont quasiment pas mis de pression. Là, pour une fois, Raphaël, on peut dire que ce n'est pas la faute de Kirk Cousins. Non, c'est pas la faute de Kirk Cousins en grande partie, effectivement, parce que tu as cette défense, comme l'a dit Greg, et ce backfield défensif très jeune. On le sait, ils ont quasiment fait un reset total de tous leurs cornerbacks du côté des Vikings cette saison. Sans pré-saison, avec des camps limités, je pense qu'au poste de cornerback, ça se ressent aussi un peu de ce côté-là. Donc, défense en difficulté, sans Hunter, pas habitué quand même à avoir aussi peu de pression du côté des Vikings. On n'était pas habitué à ça ces dernières saisons. Ça
ça leur a pas facilité. Et puis, ils sont tombés sur un Aaron Rodgers qui, visiblement, a été piqué à vif peut-être par la draft de Jordan Love, si je dis pas de bêtises. Oui. Parce que moi, j'ai été quand même surpris par le match des Packers. On avait le sentiment l'an dernier que c'était devenu un peu une équipe qui passait plus au sol avec Aaron Jones. Pas de renfort au poste de receveur pour Aaron Rodgers. Il y avait quelques signes qui nous faisaient penser que ça allait peut-être insister plus au sol cette année. Là, d'entrée, ça passe par les airs. Donc, si la draft d'un quarterback au premier tour, ça a permis de piquer l'ego de Rodgers pour qu'il se relance, tant mieux. Hein. ça vaut peut-être le coup comme premier tour de draft. Mais non, comme tu disais, c'est une belle prestation des Packers. Et puis, cette défense des Vikings qui n'a pas aidé Kirk Cousins, mais un Kirk Cousins qui n'a pas non plus été tranchant particulièrement non plus. Greg, je t'ai vu hocher la tête. Voilà, quand Ouais, j'ai dit c'est pas la faute de Kirk Cousins, je t'ai vu dodeliner. C'est un peu ça. Encore une fois, oui, d'un point de vue statistique, Kirk Cousins, il a notamment eu cette bonne complicité avec Adam Thielen, qui est censé être le nouveau receveur numéro 1 de l'équipe, etc. Oui, ça, c'est indéniable. Mais ce qui peut aussi expliquer le fait que Green Bay, en ayant globalement écrasé la défense de Minnesota, se retrouve à garder 41 minutes le ballon, c'est aussi parce qu'on se retrouve encore avec cette attaque de Minnesota qui est capable d'être performante au sol, mais avec un Kirk Cousins qui, j'ai l'impression, n'est dangereux que sur phase profonde. C'est-à-dire qu'il va accumuler les big plays. Je l'avais dit en preview, ce côté un peu de se flaccoiser. Mais c'est vrai que Joe Flacco avait beaucoup ce défaut du côté de Baltimore, c'est que sans être déshonorant la majeure partie des années qu'il a joué là-bas, il avait ce côté où, ouais, sur des big plays, il peut être extrêmement performant, mais pour installer un rythme, je trouve, notamment dans des zones intermédiaires, c'est un peu plus compliqué. Et heureusement, Dalvin Cook arrive à apporter cette alternance. Mais je trouve que ça fait quand même un peu léger encore. Je ne dis pas que l'attaque ne sera pas bonne cette saison. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il ait rendu service à sa défense sur ce match-là. Même si voilà, les stats et les points, ils sont. Et pour la petite perf défensive, on notera que Jair Alexander a réussi un sac, une interception et un safety. Seulement 5 joueurs l'ont fait depuis l'an 2000 dans un même match. Rams 20, Cowboys 17. Alors, Géo, est-ce que je peux parler de reverse jinx? Parce qu'on dit tout le temps, oui, Alain, il a pronostiqué un tel, du coup, ils vont perdre. Et bien là, Raoul, il a enterré les Rams. Il voulait les mettre 27e de son power ranking, 27e, messieurs, dames. Et bien là, ils vont gagner le Super Bowl parce que 27, on ne les attendait pas contre les Cowboys. Et pourtant, 422 yards en attaque, un Aaron Donald inarrêtable qui s'est quand même amusé avec ce qu'il avait devant lui. Et finalement, les Rams qui seront là cette saison, ils ont un peu renoué avec leur identité. 153 yards au sol, des gros playmakers en défense. Ça semble pas mal. Alors, on peut revenir quand même tout de suite dessus. Au niveau du jeu, il y a une interférence offensive horrible qui est sifflée aux Cowboys à 24 secondes de la fin et qui leur enlève une possibilité de revenir, voire passer devant. Donc, ce match, ce n'est pas non plus une large victoire de Los Angeles. Grégory. Oui, non. Après, pour rejoindre ce que tu disais, même si je sais que c'est sur le ton du deuxième degré de la plaisanterie, de la taquinerie vis-à-vis de Raoul, c'était quand même difficile de prévoir le fait que les Rams allaient être beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir l'année dernière sur la O-line. De voir que sur le jeu au sol, ils allaient quand même pas trop mal s'en sortir contre Ezekiel Elliott. Ça fait quand même des points. Et tu parlais en effet du jeu au sol où, voilà, malgré le départ de Gurley et le fait que ce soit un peu plus en comité, le fait d'avoir un running numéro 1 un peu plus incertain avec Malcolm Brown, ça n'a pas empêché l'attaque de performer et de poser des problèmes à cette équipe de Dallas. En tout cas, de se mettre dans les meilleures dispositions dès le début, même si le match était relativement équilibré. Et en effet, on s'attendait déjà à ce que la NFC West soit monstrueuse. A priori, les Rams vont peut-être mettre leur grain de sel dans cette guerre quotidienne et fratricide. Raphaël, est-ce qu'on a retrouvé des Rams compétitifs? Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé leur première prestation. Alors on pourra toujours revenir sur Dallas après, mais j'ai trouvé ça globalement plutôt inspirant, en tout cas en début de match, au niveau du game plan, avec beaucoup de screen pass appelés par Sean McVay pour permettre à Goff de lancer très très rapidement. Il a beaucoup de lancers sous les 2 secondes. Ce qui permet aussi d'aider forcément la ligne offensive, de limiter la pression du pass rush de Dallas. Donc, avec un très très bon Robert Woods qui prend son rôle de numéro 1 pour remplacer Brandon Cooks. Voilà, Brandon Cooks, j'avais un trou. Donc, voilà, du bon play offensif de McVay en première mi-temps. Ce comité de coureurs qui remplace efficacement pour le moment, c'est qu'un match, mais qui est prometteur à mon sens.
Et puis en défense, on a un Jalen Ramsey qui fait quelques actions clutch, un gros plaquage sur troisième tentative pour bloquer les Cowboys. Cette pénalité défensive obtenue en jouant le jeu. Enfin, en jouant le jeu, je sais pas si c'est l'esprit du jeu, mais en jouant la chose en tout cas. Franchement, j'ai même pas l'impression qu'il floppe, tu vois. Enfin, j'ai même pas l'impression qu'il essaie de le vendre énormément, mais. Ouais, je sais pas. Et un Aaron Donald assez agressif qui a fait du chantier dans la ligne offensive des Cowboys. Et petite inquiétude quand même, hein, cette ligne offensive des Cowboys qui est pas aussi dominante que les années précédentes. Ça s'est clairement vu là. Et attention parce que si la ligne offensive laisse pas autant de temps que d'habitude à Ezekiel Elliott, à Dak Prescott, ça peut compliquer un peu l'affaire de Dallas. Après, il leur manque un joueur important, t'as que le droit. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà, il y a ça. Est-ce que le problème n'est pas plus en défense de toute façon pour Dallas? Ils prennent 422 yards, ils réussissent un seul sac. Les Rams gardent le ballon plus de 35 minutes. C'est peut-être surtout là. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de points et que cette attaque de Dallas peut faire mieux, évidemment. Mais il y avait un problème plutôt défensif quand même dans ce match. Je vous vois tous les deux hocher de la tête. Quand ton meilleur joueur, c'est à mon sens Aldon Smith qui n'a pas joué depuis des mois et des mois en NFL, oui, tu peux te poser des questions quand même. Tu peux te dire qu'il y a une. Mais bon, ça, on ne le découvre pas, hein, qu'il y allait forcément avoir des ajustements en défense. Après, que ce soit aussi prégnant, qu'il y ait autant de casse que ça sur le poste de linebacker, qu'un Jalen Smith soit aussi décevant, notamment sur la protection en middle linebacker, enfin sur la protection à la course. C'est des choses en effet qui paraissent quand même assez aberrantes et oui, qui en disent long sur la marge de progression des Cowboys en défense. C'est vrai qu'on rappelle le clavicule cassé pour Leighton Van Der Esch qui sera absent 6 à 8 semaines. A priori, c'est pas la seule blessure. Il y en a un autre, c'est Blake Jarwin, le tight end. Shelley est déjà sur la liste des blessés. Ouais. Voilà, donc il y a aussi Cameron Irving sur la ligne offensive. Ils veulent rattraper les Eagles, je crois. Oui, il y a match dans cette division-là, on se tire la bourre à ce niveau-là. Chiefs 34, Texans 20, on va repasser dans l'AFC, on navigue au fil des matchs, on fait un peu dans l'ordre des favoris, hein. On vous dit il n'y a pas d'ordre défini, on ne suit pas la diffusion. Donc on passe en AFC, c'était le match d'ouverture de la saison le jeudi soir, la star c'était Clyde Edwards-Helaire, 138 yards au sol avec un touchdown en prime, attaque de Kansas City qui est d'autant plus terrifiante qu'on a l'impression qu'ils ont fait ça sans forcer les 34 points. Ils ont un Mahomes à 211 yards, c'est même pas, ça avait même pas l'air dur, quoi. Raphaël. Oui, je suis même pas sûr qu'il se soit douché après le match, hein, clairement. J'ai trouvé cette attaque assez effrayante parce que ce nouveau coureur rookie, de ce que j'avais lu, il était aussi capable d'apporter dans le jeu de passe, tout ça. Là, ils se sont contentés de le faire courir et de manière très très efficace. On aurait pu penser que l'absence d'un Laurent Duvernay tardif sur la ligne offensive allait poser un peu de problème sur le jeu au sol. Visiblement, ça n'a pas été tant que ça le cas. Alors après, en face, on a une défense des Texans. On avait des inquiétudes avant le début de la saison qui nous confortent dans ces inquiétudes-là. Mais c'est vrai que côté Chiefs, on a l'impression que les solutions sont trouvées quand il faut. Un Mahomes qui a lancé un peu moins que d'habitude et pourtant ça fait plus de 30 points à la fin. Donc pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Pour le reste de la ligue, c'en est pas forcément une. Donc faudra voir. Clairement, comme tu dis, en plus, ils ont dit bon, Edward Zeller, il peut apporter à la réception, mais là, on va juste faire au sol. On va être poli pour commencer. Hein, on va le lancer doucement. 34 courses pour 32 passes. En effet, ils ont plus couru que passé les Chiefs. Après, évidemment, ils ont été devant. Mais le score, je pourrais dire, est presque sympa pour les Texans. Mais Grégory, il n'y avait pas match sur cette affiche. Oui, les Chiefs se sont bien détachés. C'est sûr que oui, en attaque, Raph a tout dit. Je pense que celui qui a le plus transpiré, c'est peut-être Andy Reid derrière sa visière. Mais en effet, et c'est vrai que défensivement aussi, on ciblait ça avant le début de la saison comme un possible point faible. Alors, je reste pas un convaincu absolu de la O-line de Houston, mais il y a eu quand même une pression intéressante. Je crois qu'il y a 3 sacs sur ce match-là, dont 1,5 de Chris Jones, si je me rappelle bien. Oui. Donc oui, non, franchement, l'interception, même si elle est plus ou moins offerte pour le rookie cornerback Eljarius Sneed, pardon. Donc non, franchement, tout était globalement au beau fixe. Oui, le score aurait pu être plus ample si vraiment Kansas City s'était énervé. Mais bon, c'est une bonne mise en jambe, en effet. Kansas City n'est pas tombé dans le piège contre une équipe de play-off. Et du coup, ça va être un client à surveiller dans l'optique d'un choc à venir du côté de Baltimore dans une grosse dizaine de jours.
J'avoue que j'ai débarqué sur le match en cours et j'ai vu Andy Reid avec sa visière. Je me suis dit, merde, il pleut des cordes là-bas. Tu vois, genre. Et en fait, non, il était trempé juste à cause de sa bulle. Donc, le pauvre. Il y a un peu d'espoir quand même pour les Texans. Il y a 360 yards en attaque. Ils ont réussi à avoir un David Johnson qui marque et qui est à 77 yards en 11 courses seulement. Will Fuller a plus de 100 yards. Deshaun Watson qui continue de faire de la magie. Il y a quand même des atouts en attaque. La défense a eu du mal, mais il y a des atouts en attaque du côté de Houston quand même. Oui, je pense qu'il faut qu'on s'améliore dans les tranchées globalement et puis sur le backfield défensif, mais ça aussi, on sait que ça va rester assez friable pendant une partie de la saison. Après, oui, non, je les vois pas aussi largués. Voilà, ils ont quand même joué contre le champion en titre, une attaque bien huilée avec une nouvelle arme offensive. Donc oui, non, ça reste quand même à relativiser. Un Deshaun Watson qui était en dessous des standards qu'on peut lui connaître habituellement, mais qui n'a pas non plus démérité sur cette partie. À voir, franchement. Mais vu ce qu'on a vu de la FC Sud ce week-end, Houston a encore toutes ses chances, à mon sens. On va rester en AFC avec un autre favori parce que oui, je les mets déjà là-dedans. Giants 16, Steelers 26. Grosse défense de Pittsburgh. Mais oui, c'est les Steelers, c'est pas les Giants le favori. J'ai vu Greg s'interloquer quand j'ai dit le mot Giants. Oui, mais je donne l'équipe à domicile en premier. Donc, grosse défense de Pittsburgh. 2 interceptions, seulement 22 yards au sol pour New York et un Ben Roethlisberger solide après quelques minutes de rodage. C'est plutôt rassurant pour Pittsburgh tout ça, non ? Raphaël, je sais pas, t'as pas l'air... Oui, non, si, je trouvais effectivement que c'était un bon premier match pour les Steelers. Comme tu l'as dit, il a fallu un peu de minutes, voire de quart-temps pour que la machine Big Ben se relance. Ça manquait un peu d'huile dans le moteur, mais non, bon niveau. Comme toi, j'ai surtout été marqué par cette défense qui me semble continuer sur les bases de l'an dernier et déjà très agressive. Ils ont été excellents contre la course, vraiment. Plusieurs fois en pénétrant au-delà de la ligne de scrimmage pour tout de suite bloquer Saquon Barkley. 2 interceptions par en plus des joueurs de la ligne défensive. Donc, très, très bonne prestation. Et encore une fois, mais on s'y attendait. Ils nous sortent des receveurs. Claypool est pas trop mal pour son premier match. Deontay Johnson se montre à un bon niveau. J'ai trouvé même le nouveau coureur Benny Snell pas trop mal, pas mal en termes d'accélération, tout ça. À mon avis, il est capable peut-être même d'aller chercher la place de James Conner d'ici la fin de saison. Donc de toute façon, nous, on les avait dans notre top 10 du Power Ranking. On sentait qu'ils étaient capables de faire quelque chose et je pense que ça peut se confirmer. Ouais. Oui, Benny Snell, c'est 113 yards aussi, donc ça a fait un bel apport en effet. Match total, je vais encore une fois total après rodage, quoi, Greg. Oui, c'est ça. Alors ça, je parlais de paradoxe tout à l'heure pour le Jaguars Colts. Si on m'avait dit que les Steelers allaient se balader à la course et que les Giants allaient sortir les rames, je pense que je l'aurais pas cru au coup d'envoi de ce match. Mais oui, ça a clairement fait pencher la balance, ce gros run-stop des Steelers et surtout cette inefficacité des Giants. Ça a apporté une alternance à Daniel Jones. Et en effet, il y a eu ce rodage dont vous avez parlé, en effet, avec Big Ben qui a réussi à retrouver ses cibles. Peut-être une prise de conscience également, parce que Raphaël parlait des cibles, mais c'est vrai que un peu plus de confiance plutôt de la part de Juju Smith-Schuster après sa saison plus ou moins manquée de l'année passée. Là, ces 2 TD, ça peut que le remettre en confiance. Et c'est vrai que à mon sens, Pittsburgh, sans impressionner offensivement, a fait la différence quand il fallait le faire. Il s'est surtout montré opportuniste. Je pense à cette interception de Cameron Hayward dans un moment clé, alors que les Giants sont aux portes de la end zone. Donc voilà, s'ils sont aussi opportunistes que ça tout au long de la saison, on va y avoir client dans la conférence américaine. Bon, du côté des Giants, par contre, la saison risque d'être longue. Tu l'as dit, Raphaël, ils sont allés souvent chercher Saquon Barkley derrière la ligne de scrimmage, ce qui veut dire qu'il a fait du reculon puisqu'il a couru 15 fois pour 6 yards. Donc, il est souvent allé en arrière. Évidemment, il y a problème avec la ligne offensive, et on sait qu'il y a problème avec la défense aussi des Giants, donc on ne va pas s'étaler là-dessus, on aura d'autres occasions. Mais quand même, la question, c'est Saquon Barkley, parce que je t'ai vu, Raphaël, notamment sur Twitter, dire « Ok, la ligne, mais peut-être un peu Barkley aussi ». Ouais, bon, alors moi j'ai tendance à être toujours un peu dur avec les coureurs. Je l'assume, c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour qu'un coureur me semble indispensable et m'impressionne. Mais disons que je vais trouver un petit manque d'engagement, un peu un côté la course appelée, elle est plein centre, c'est bloqué plein centre, j'y vais quand même. Je vais trouver un peu de manque de vista, d'engagement. Et que je trouve ça un peu gênant comparé à ce qu'on attend d'un coureur drafté en 2e choix, du moteur de cette attaque. Voilà, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je dis pas que ça va être le cas et qu'il va pas pouvoir élever son niveau de jeu, mais
oui, la ligne forcément ne l'aide pas, mais je trouve que là, c'était pas le seul facteur. Dans ses courses, il y avait peu de deuxième pas très fort pour accélérer tout d'un coup dans sa course. Je demande à voir. Je suis un peu pas rassuré. Non, mais je t'ai bien vu tweeter, j'aurais pu le faire. On enchaîne avec l'autre Monday Night, Broncos 14, Titans 16. Le finaliste de l'AFC l'an dernier, les Titans, score serré, mais alors les Titans ont loupé 3 field goals et un extra point en route. Match apocalyptique de Stephen Gostkowski. Heureusement, ils l'ont rapproché suffisamment près des poteaux pour qu'ils réussissent le field goal de la gang, parce que sinon c'était l'enfer. Donc match serré, mais paradoxalement, match correct des Titans. Cette année, il n'est pas intercepté, il prend un seul sac. Henry à 116 yards, Corey Davis à plus de 100 yards et il limite les Broncos à 14 points. Donc c'est un match très serré, mais très correct finalement pour Tennessee, non, Grégory? Oui, bon, c'est compliqué. C'est vrai que bon, c'est un match, tu l'as dit, c'est un premier match de saison régulière, on le répète, sans pré-saison, où il faut quand même trouver les automatismes avec quelques joueurs qui sont arrivés. Une ligne offensive qui, comme je le disais, me rassurait pas forcément au premier abord. Ça a fait le boulot, ça va chercher la victoire dans un match où en effet on aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt, mais un match où on aurait pu perdre également vu le scénario. Il me semble qu'il y a eu une interception de Jay Moody côté Denver qui est annulée pour une faute personnelle ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, on a fait le travail du côté des Titans avec un Derrick Henry qui a été performant, qui continue sur sa lancée des 100 yards par match. Bon, après, il a eu 31 ballons pour y arriver à son 16 yards quand même. Oui, mais on est d'accord. Mais bon, on ne découvre pas que c'est aussi principalement grâce à lui, malgré ce que peut apporter Ryan Tannehill depuis la saison passée. C'est avant tout par lui que Tennessee va réussir à se rassurer et à repartir de l'avant. Et bon, il a eu quand même un rôle assez décisif en fin de match, même si Corey Davis également, le receveur, a fait les actions qu'il fallait. Donc oui, non, succès important à récupérer pour Tennessee avec des joueurs qui étaient absents en plus, Adoree Jackson, Rashaan Evans en défense. Donc voilà, on verra la suite, mais rien de bien inquiétant, mais pas de quoi être dithyrambique non plus. Raphaël, est-ce que tu as vu des motifs d'espoir côté Denver? Il y a eu un beau Jerry jeudi, il y a eu quelques belles actions de Noah Fant, il manquait Courtland Sutton, donc c'est pas un grand rouloc, mais à 216 yards, un touchdown, il y avait des belles choses quand même. Oui, on a vu les quelques bonnes choses qu'on s'attendait à voir aussi, qu'on avait mentionné déjà en intersaison. Tu l'as dit, un jeune groupe de receveurs prometteurs, un Drew Lock qui avait été intéressant sur les matchs qu'il avait joués. J'ai trouvé que la défense n'avait pas été non plus catastrophique malgré l'absence de Von Miller, qu'elle avait su apporter un peu de pression malgré tout, qu'ils avaient réussi à faire de bonnes choses. Donc c'est sûr que les absences de Von Miller et de Sutton sur ce match font regretter parce que peut-être qu'avec deux joueurs comme ça, au final sur un match qui malgré tout ne se joue qu'à un point, malgré les avancées de Tennessee, ça aurait pu passer de leur côté. Donc je trouve que c'est des Broncos. Voilà, on n'est pas plus avancé que ce qu'on pensait d'eux avant l'intersaison. Ils confirment qu'il y a du potentiel, mais que c'est encore très jeune et qu'il faut travailler, quoi. Peut-être qu'on va regretter d'avoir embauché Melvin Gordon avec le fumble qui commet encore. Il a repris sa bonne habitude de sa saison rookie apparemment, Melvin Gordon. C'est vrai. Patriots 21, Dolphins 11, première réussie pour Cam Newton. On avait dit dans la preview qu'ils pourraient miser sur défense plus jeu au sol. C'est exactement ce qu'ils ont fait en verrouillant bien Miami pendant une bonne partie du match et surtout en faisant courir Cam Newton encore et encore. 15 courses, c'est son record dans un match sans prolongation. 75 yards et 2 touchdowns pour lui, donc tout au sol puisqu'il n'a pas marqué dans les airs. Est-ce que, alors on s'était fait la remarque, Raphaël, je crois tous les deux sur Slack l'autre soir, est-ce qu'il a pris beaucoup de coups quand même parce qu'ils l'ont envoyé au mastic quand même? Ouais, moi mais ça j'avoue, pour le coup c'est aussi le regard un peu fan du joueur. J'avais peur pour lui dès qu'il prenait un coup. Je pense que les Patriots sont les plus à même pour juger ça parce que comme tu le dis, ce qui est important c'est vraiment le côté en le faisant courir. On a vraiment vu 15 courses dessinées pour Newton, c'est les jeux qui sont appelés pour ça, c'est pas un Newton qui sort de sa poche et se met à courir parce qu'il peut rien faire. C'était vraiment un choix délibéré de McDaniels. Du coup, ça permet de voir un tout nouveau playbook du côté New England parce que alors ça. Oui, j'allais dire, on peut pas leur reprocher d'avoir chômé pendant les vacances. Hein. Ah non, là clairement, ils l'ont bien changé de fond en comble. Donc là-dessus, c'était positif et d'ailleurs, ça a été la clé de la victoire clairement de leur côté. Pour nuancer un peu, je l'ai pas trouvé très brillant sur la passe. Hein. Je dois avouer que c'était pas sans sas, même si j'ai trouvé la deuxième mi-temps bien meilleure de ce côté-là. Donc il y a du rodage, mais à noter que c'est quand même le seul quarterback titulaire dans une nouvelle équipe qui a gagné cette semaine.
pense à Tom Brady. Ouais, mais bon, voilà, il y a eu du bien, du moins bien, c'est en rodage, quoi. Grégory, est-ce que tu as été convaincu par cette première de Cam Newton à New England? Ça dépend par quoi t'espères être convaincu. En effet, il a rejoué avec des armes qu'il maîtrisait du côté de Carolina. Après, à la passe, encore une fois, ça a été extrêmement propre, efficace. Il aurait même pu avoir sa passe de TD sans le cafouillage d'Enkilari et les touchbacks qui s'en est suivi. Après, bon, je vais encore me faire des amis en disant ça. C'est un peu comme Baltimore l'année dernière. Est-ce que tu arrives vraiment à t'échelonner par rapport à une première semaine contre une défense de Miami qui restait relativement naïve, à l'image des flags largement évitables d'un Jerome Baker sur le poste de linebacker? Voilà, c'est une victoire qui fait du bien au moral pour des Pats qu'on avait besoin après une intersaison mouvementée, de nombreux départs plus ou moins attendus. Oui. Et en effet, c'est vrai que de réussir à mettre Cam Newton dans les meilleures dispositions, c'est une très bonne chose. Après, oui, c'est sûr que contre une équipe qui va beaucoup plus mettre des coups, parce qu'apparemment on a cherché à arracher la chaîne de Cam Newton, mais à mon avis, ce sera un peu plus vicieux dans les semaines à venir. Et ouais, je suis un peu comme Raph, je suis un peu inquiet sur... on dira la vision à long terme de ce type de schéma offensif avec un Cam Newton qui revient de plusieurs blessures. Mais voilà, victoire pour les Pats, c'est l'essentiel au final. En tout cas, le schéma était clair. 42 courses pour 217 yards dans ce match pour les Patriots contre 19 passes pour 155 yards pour Cam Newton. Donc, ça a été en effet très, très dosé vers le sol. Mais encore une fois, on l'avait un peu vu venir dans les previews. Du côté de Miami, bon, ce qu'on pouvait voir venir, c'était 3 interceptions pour Ryan Fitzpatrick. C'est la Fitzpatrick expérience qui a rappelé qu'il est là pour faire le bouche-trou en attendant que Tua Tagovailoa soit prêt. Je pense qu'on ne va pas s'apesantir là-dessus. C'était un peu la physionomie de ce match en attaque pour Miami. Les Ravens 38, les Browns 6. Là-dessus aussi, on va peut-être pas avoir à s'apesantir pendant des heures. Baker Mayfield a dit qu'il aimait bien prendre une bonne claque de temps en temps pour se relancer. Là, visiblement, c'est un énorme coup de genou dans les valseuses qu'il a pris. Donc, ça devrait le relancer à mort parce qu'ils se sont quand même fait sacrément plier. 3 touchdowns, aucune interception pour Lamar Jackson. 152 d'évaluation. Il est à 9 sur 10 sur les passes qui ont fait plus de 10 yards dans les airs alors qu'il était à moins de 50% là-dessus l'an dernier. Honnêtement, j'ai pas été tant épaté par Baltimore que déçu par Cleveland parce que ils se sont quand même fait atomiser. Moi, je faisais partie des optimistes. Je me disais avec une saison, moins de hype, un peu plus à travailler au calme, etc. Mais 189 yards pour Mayfield, à peine 50% de passes complétées. Je sais qu'il y a une grosse défense en face, mais il n'y a pas de signe de progrès là. C'est quand même assez triste, non, Raphaël? Oui, c'est triste parce qu'ils se font vraiment écraser sur ce match-là. Il n'y a pas un signe enfin, pas un seul moment où tu penses qu'ils vont pouvoir l'emporter ou quoi que ce soit. Il y a ces inquiétudes en attaque. Alors, le petit point positif, j'ai trouvé que finalement, la ligne offensive de Cleveland me semblait un peu progresser par rapport à l'an dernier. C'est pas transcendant, hein, mais un poil en progrès. Par contre, très inquiet sur le reste. Toujours pas de connexion et d'alchimie entre Mayfield et Beckham, où on a l'impression qu'Odell Beckham, d'ailleurs, je ne sais plus s'il a vraiment envie de jouer au football, mais c'est encore une autre question. Je me permets de t'interrompre avec la stat parce qu'elle est terrifiante. Il a été ciblé 10 fois pour 3 réceptions et 22 yards. Ouais, non. Et puis quelques drops. Enfin, c'est assez indigne d'un joueur de son talent, parce que de son statut, je ne sais plus s'il a vraiment ce statut-là, mais en tout cas, de son talent, c'est assez indigne. Un Nick Chubb, à mon sens, pas très bien utilisé par le nouveau coach. Seulement 10 courses, c'est un peu chaud. Clairement, je n'ai pas trop compris l'utilisation de Nick Chubb pour le coup. Quand tu vois la saison prometteuse de l'an dernier, bon, bref, je suis assez inquiet sur, encore une fois, ce début de saison Cleveland, attaque, défense. Bon. À mon avis, il faudra vite trader Beckham, je pense. Ouais, j'allais dire la tristesse quand tu dis son statut, je sais pas. Non, mais il se retrouve quand même à catcher un ballon où il est absolument tout seul et il sort des limites du terrain avant de catcher le ballon. Je veux dire, à ce niveau-là, quand tu es quand même censé être un receveur élite, je veux bien que le contexte soit particulier à Cleveland, mais il y a des erreurs que tu ne dois pas te permettre de faire, quoi. C'est ça, tu vois, tu dis statut, c'est dur, mais d'un autre côté, sa dernière saison à New York était compliquée. Depuis chez les Browns, c'est très compliqué. Il n'est plus un top 10 receveurs comme il aurait pu l'être à un moment et comme il devait l'être, parce qu'il a le talent pour l'être. Enfin, ça me semble assez indéniable, mais il l'est plus et Greg a raison. Je pense que Cleveland doit réfléchir à le trader parce que ça marche pas et ça sert à rien de s'entêter. En fait, il attend d'être cuté pour être signé par une grosse écurie où là, il se sentira plus concerné par le projet en place. Oui, ça correspond à ce genre de joueur, clairement. Ouais. San Francisco, par exemple, mais voilà, en tout cas, il veut se donner les mêmes chances que Antonio Brown à l'époque.
Ah Qui a ouais, un bon caractère exemple un à peu suivre. différent. Oui, voilà. Ouais. Bon Bah, exemple écoute, en à tout suivre, cas, d'un tiens. point de vue mentalité, ces derniers mois, Ah il ouais, est non, mais- peut-être pas aussi extrême, mais bon, limite quoi. Antonio Brown a attendu quelques saisons avant de péter un câble. Il a Ouais. fait d'autres saisons Oui, de bien haut sûr. niveau par rapport Bien à sûr, Beckham. ouais. Enfin, tu vois, Bon, on va pas revenir sur le rouleau compresseur Ravens, on les verra beaucoup dans les semaines à venir. Juste un mot quand même sur Calais Campbell qui a un impact immédiat en défense avec 3 passes déviées et qui s'impose tout de suite comme un des tauliers de cette défense de Baltimore. Je sais que Raphaël t'aimes bien le joueur aussi. Tu fais partie du fan club avec moi si je dis pas de bêtises. Ouais. Non mais voilà, il fait partie quand même de ces mecs qui ont un impact immédiat. Il était aux Cardinals, ensuite aux Jaguars où il avait été un des patrons de la défense. Et là, c'est encore très très fort avec Baltimore dans une défense qui était déjà très très bonne. Ouais, j'ai pas plus à dire, franchement, j'acquiesce. Bon, bah ça va, c'est que je fais pas trop mal mon taf. Les Bills 27, Jets 17, c'était pas le match le plus fun de dimanche, mais c'est une victoire pour Buffalo. Stat incroyable, Josh Allen est devenu le premier quarterback des Bills à lancer pour plus de 300 yards depuis 45 mois. 45 mois. Ah oui, Vous vous rendez compte un peu de... Donc Ouais. 312 yards, record personnel, 312, hein, on parle pas non plus de 400. 57 yards au sol en plus, mais 2 fumbles encore. Bon, faut gommer ça, mais il y a un beau potentiel pour cette équipe de Buffalo qui gagne quand même assez tranquillement. Oui, enfin, pour le coup, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu. Lamar Jackson et Josh Allen continuent d'avoir des trajectoires différentes, toutes proportions gardées, encore une fois, de par leur impact dans la ligue. Mais en tout cas, au niveau de l'impact dans leur équipe, ils continuent à avoir une trajectoire assez similaire, avec, je trouve, une première semaine où ils ont quand même rassuré dans le domaine aérien. Alors après, ils jouent peut-être pas que des foudres de guerre, notamment défensivement. Mais voilà, il y a un boulot qui a été fait. Tu le dis, le problème avec Josh Allen, en effet, ça reste ses problèmes de fumble. Si dans un match aussi tranquille que celui-là, avec l'opposition relative qu'il avait en face, il arrive quand même à se prendre les pieds dans le tapis de temps en temps, ça peut être quand même compliqué sur des matchs un peu plus chauds. Mais oui, là, pour le coup, avec un jeu au sol qui était peu performant du côté de Buffalo, il a quand même pris ses responsabilités en distribuant comme il fallait. Donc voilà, faut voir face à un plus gros adversaire. Mais oui, c'est pas une mauvaise chose en tout cas pour Buffalo d'avoir un peu plus d'alternance dans le domaine offensif. Raphaël, t'avais pas l'air super emballé Non, par la comparaison. Non, mais c'est juste, mais c'est Greg le sait, je le trouve toujours un peu timoré sur Lamar Jackson, mais bon, bref, c'est un autre. On n'est pas là pour parler. C'est un autre débat, bref. J'étais pas particulièrement réducteur, hein, mais bon. Vas-y. Bon, ouais. Ah, mais en tout cas, après, je le rejoins totalement sur Josh Allen. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'ils se prennent les pieds face à une équipe des Jets qui était, comment dire, calamiteuse. Et c'est encore gentil. Hein. Je regrette presque qu'on les ait mis 27e dans le Power Ranking il y a 3 jours parce que là, je me suis vraiment senti con. Une équipe des Jets qui était affreuse, enfin, pas préparée, attaque, défense. Il y avait pas grand-chose à sauver. Si, peut-être Jamison Crowder qui explose en fin de match. Si Crowder qui est arrive un peu oublié quand même. Hein. Qui est un peu oublié aussi. Ouais, non, mais... Bon, non, mais il y a Marcus May qui fait un gros match en défense pour pas trop leur faire pleurer le départ de Jamal Adams, c'est déjà ça. Mais sinon, en effet, un 254 yards seulement pour eux, 3 through and out pour débuter le match. Donc c'est sûr qu'offensivement, pour un coach qui est censé être offensif, c'est quand même assez flippant. Ils ont perdu Le'Veon Bell sur blessure aussi. Pour un coach offensif, mais quels sont les progrès de Sam Darnold depuis que Gaze est arrivé? Enfin, Darnold, moi je le vois pas particulièrement progresser. Alors, si on compare là du coup avec Josh Allen, alors peut-être que Josh Allen partait de plus bas que Darnold, donc du coup on a l'impression qu'il progresse. Enfin, ses progrès sont peut-être plus remarquables que ceux de Darnold, mais pour le coup, Darnold, je le vois pas progresser. Enfin. Et je pense que c'est pas que de sa faute. Enfin, je pense sincèrement qu'il est mal coaché, mal entouré. Enfin, bon, bref. Oui, il est pas bien. C'était déjà une anomalie qu'on met plus de pression sur Darnold que sur Bell la saison passée. Bell s'en est plein et Darnold n'a pas progressé grâce à ça parce qu'il y a eu plus de prises de risques, plus d'interceptions dans une période où paradoxalement les Jets avaient des meilleurs résultats avec lui. Donc c'est vrai que je rejoins Raph, c'est vrai que vivement qu'Adam Gase s'en aille, que vraiment Sam Darnold puisse progresser et montrer un visage plus intéressant que ce qu'il montre actuellement. Panthers 30, Raiders 34. La Raider Nation est lancée vers les playoffs, évidemment, puisque je reste fidèle à ma hype. 3 touchdowns pour Josh Jacobs. Bon, il y a lui. Après, ça a quand même été un peu compliqué face à une équipe de Carolina qui n'était pas super inspirée, donc c'est pas non plus la victoire de l'année. Matt Rule, épisode 1. Greg, on sait que tu étais le supporter entre nous trois. Enfin, le supporter, celui qui y croyait. On va pas se mentir, c'était quand même pas fou les débuts de Matt Rule et de Teddy Bridgewater qui est sauvé sur la feuille de stats par les 75 yards qu'il donne à Robbie Anderson, mais c'est quand même pas d'un dynamisme merveilleux avant.
Il est sauvé par les 75 yards de Robbie Anderson. Il y a une passe de 75 yards pour Robbie Anderson qui fait gonfler sa feuille de stats de manière assez incroyable. Oui, mais bon, bon, d'accord, ok. Bon, on va relativiser toutes les passes qu'il fait. Alors, je veux dire, à un moment donné. Non, mais tu peux pas nier qu'avant ce déclic, c'est quand même pas la folie, quoi, en termes de... Non, mais encore une fois, je suis d'accord. Maintenant, mon propos, je veux bien qu'on essaie de me reprendre sur ce que j'ai dit sur Carolina en début de la saison. Maintenant, si j'avais pronostiqué 400 yards par match de Bridgewater, je pense que je m'en rappellerai. Mon propos, c'était... J'ai pas dit ça, je dis que dans l'ensemble, c'était quand même poussif. Pour moi, il fait pas perdre son équipe. Il permet quand même d'apporter cette alternance avec un Christian McCaffrey qui est encore excellent. Les Panthers mettent quand même 30 points sur ce match, quoi. Je veux dire, à un moment donné, après, on peut dire, Bridgewater, peut-être que sur la longueur, ce sera pas top, sans doute. Mais en tout cas, s'il gagne ce match-là contre Las Vegas, s'il n'y a pas l'interférence de Tyler Whitehead, est-ce qu'il y a vraiment scandale quant à la victoire des Panthers, c'est quant au rôle de Teddy Bridgewater? Je ne sais pas, ce sera un game manager, mais moi je trouve qu'il a plutôt rendu une copie honorable contre une équipe de Las Vegas qui n'avait pas trop de pass rush, donc ça a quand même explosé derrière. Mais franchement, je vais pas changer d'avis sur ce que j'ai dit en preview par rapport à la première semaine que j'ai vue. Alors, Teddy Bridgewater, 22 sur 34, 270 yards, un touchdown. Raphaël, est-ce que je suis mauvaise langue? Mauvaise langue, non. Disons un peu entre les deux, entre vous deux pour le coup. Je rejoins Greg. C'est vrai que Bridgewater, factuellement dans ce match, il n'y a rien à lui reprocher. Il ne fait pas perdre son équipe, assurément. Celui qui fait plus perdre son équipe, à mon avis, c'est quand même plus Matt Rhule qui appelle sur une 4-1 un coureur venu de je sais pas où plutôt que Christian McCaffrey. La course du fullback, quoi. Ouais, t'as Christian McCaffrey, t'as une 4-1 à jouer, le match se joue dessus. Je reste très sceptique sur le fait de ne pas donner le ballon à ce type-là, mais c'est un fait. Donc, je rejoins Greg sur le côté Bridgewater fait pas perdre, game manager. Après, je pense que c'est là où tu vas en venir, Alain, aussi. C'est un match qui, malgré tout, va montrer à quelque part ce que tu peux avoir de mieux de Bridgewater. C'est quand il n'est pas sous pression et face à un backfield défensif en face, à mon sens, plutôt faible. T'as un Bridgewater qui fait que 260 yards en 22 passes. Moi, je sais pas ce que vous en attendez. Hein. C'est ça le truc en fait. Rien. Mais il est là le problème en fait. Il est là le problème, c'est qu'on continue à filer des postes de titulaires à des mecs dont t'attends rien. Vous attendez des prestations dignes de Patrick Mahomes. Il y a 3-4 classes d'écart. Donc, à un moment donné, pour une première semaine de saison régulière où il y a quand même une reconstruction massive en attaque et en défense, c'est quand même une équipe qui joue les yeux dans les yeux contre une formation qui est candidate au play-off. Je veux dire, je vais modérer candidat au play-off parce qu'il y a 7 équipes en play-off. Mais je vais modérer entre les deux. Déjà, Raphaël, comment tu peux te permettre de dire contre qui en parlant des Raiders, qui vont évidemment aller en play-off et dominer la concurrence. Et Grégory, évidemment, je trollais un petit peu avec ma question du début. En effet, on peut aussi prendre ça sous l'angle positif de dire que c'était la première semaine d'une intersaison qui a été tronquée. Et il a livré le minimum syndical. On peut espérer une progression. On peut espérer que son coach évite d'appeler des fullbacks sur 4e et 1 et que Bridgewater prenne encore un peu plus de rythme. Donc, évidemment, on peut voir ça comme ça. Mais je cherchais évidemment à te provoquer bassement avec ma première remarque. Du côté des Raiders, donc, Derek Carr, lui, a été propre aussi. 22 sur 30, 239 yards. Un touchdown, 0 interception. C'est d'ailleurs à peu près la même fiche de stats que Bridgewater. On n'est pas très loin. Il a un meilleur pourcentage de passes complétées, un poil moins de yards. Mais on est sur des Raiders propres. Après, la défense est pas folle. Mais moi, je suis toujours confiance dans cette attaque. On a un très bon Josh Jacobs. Alors, Henry Ruggs, il faudra voir la blessure parce qu'il est sorti sur blessure. Mais ça commençait bien. Il y a Darren Waller qui a quand même encore pris 6 ballons. Même Nelson Agholor a réussi à capter un touchdown. Moi, je reste confiant. La défense, ça peut être dur, mais je reste confiant sur cette attaque. Écoute, moi, tu l'as dit par rapport à Henry Ruggs, malgré le bon match de Darren Waller, ça souligne encore une fois que les squads de receveurs écartés restent quand même pas très profondes. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, et avec un quarterback qui reste au niveau moyen de la ligue, moyen plus. Bon, ça peut quand même être un peu rédhibitoire dans cette fameuse course au play-off. Mais oui, je te rejoins. Heureusement que l'attaque était là parce que la défense n'a pas été au niveau. C'est un euphémisme de le dire. Mais Josh Jacobs, homme à tout faire, qui continue de prendre vraiment de l'envergure dans cette équipe-là. Et si ça permet à Derek Carr de jouer de manière un peu plus sereine et du coup un peu plus juste, je pense que ce ne sera pas une mauvaise chose pour les Raiders. Raphaël, j'arrive toujours pas à te les vendre.
Non, pas particulièrement. Beaucoup de lacunes en défense, hein. Un quarterback manager, ça suffit pas à me vendre la chose, hein, mais après, je rejoins Greg sur Jacobs, hein. Vraiment, il prend de l'ampleur, il s'affirme de plus en plus comme un très très gros coureur de cette ligue et ça permet de ne pas en mettre trop entre les mains de Derek Carr et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, Bon, si les Raiders vont en playoff cette année, je demande ma carte à la Raider Nation. Lions 23, Bears 27, Détroit menait 23-6 dans le dernier quart. Ça ressemblait à une nouvelle saison, un nouveau départ. Et puis non, ils se sont fait remonter par Mitchell Trubisky qui était fantomatique pendant 3 quarts temps. C'est pas deux équipes qui incitent à l'optimisme, hein, particulièrement, l'une comme l'autre, honnêtement. Moi, j'ai du mal à sortir un vrai vainqueur de ce match, ou en tout cas, enfin, j'ai du mal à m'imaginer que ces deux-là vont faire autre chose que jouer les faire valoir pendant toute l'année, quoi, pour les vraies équipes, entre guillemets. Bah écoute, moi en tout cas, j'étais pas forcément. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre le choix de mettre Trubisky au-dessus de Foles. Alors c'est sûr qu'il y a un quatrième carton qui lui donne raison, mais dans des circonstances très particulières, avec une équipe de Détroit qui s'est littéralement liquéfiée et un backfield défensif qui a accumulé les blessures. Donc c'est sûr que si on prend juste la fiche du quatrième carton, on dit oh là, mais ce joueur est clutch. Il est fort, hein. Mais c'est vrai que l'ensemble du match n'est pas bon. Pas Disons bon de la part de l'ensemble de l'équipe de Chicago, même la défense s'est quand même fait marcher dessus par Adrian Peterson. Heureusement qu'il n'y avait pas Kenny Golladay. On ne sait pas ce que ça aurait donné. Ils ont fait les jeux qu'il fallait, notamment en provoquant cette interception, je trouve, un peu stupide de Matthew Stafford. Bon, malheureusement, on sait qu'il est un peu coutumier du fait, malheureusement, Stafford, avec son jeu un peu risqué, mais appeler une play action à ce moment-là, alors que tu as quand même les choses en main. Et alors que, bon, tu as un jeu au sol qui n'est pas non plus déshonorant depuis le début de la rencontre, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on n'en est pas une première pour Détroit, hein. L'année dernière, première semaine, ça avait été le même scénario à Arizona, où ils dominent et où ils font match nul. Donc, Matt Patricia, toujours la même problématique. La gestion globale d'un match, pour l'instant, ça reste compliqué. Attends, l'an dernier, ils ont gâché 7 fois un avantage dans le dernier quart-temps, les Lions. Donc là, ils recommencent exactement sur les mêmes bases. Ils terminent 3e choix de draft, hein, ça t'en dit long quand même. C'est quand même assez terrifiant. Mais oui, moi, pendant les 3 premiers quarts-temps, tu te dis, mais qu'est-ce qui devait être nul, Nick Foles, pendant le camp d'entraînement? Parce que franchement, pour se faire mettre sur le banc par ça, mais après… là, si tu prends vraiment la team stat, elle est à fond sur Trubisky parce que tu es à 20 sur 36, 342 yards, 3 touchdowns, 0 interception, 104 déval. 242, Alain, calme-toi. 242, j'ai dit combien? Il me semble que tu as dit 342. Non, 242, ouais. Pardon. Bon. 104 déval. Donc là, ouais, voilà, quand on dit que les stats font pas tout, c'est vraiment ce match-là. Ou alors, on dit le quatrième carton était une révélation et à partir de maintenant, il va marcher sur l'eau. Mais je crois plus que c'est un hold-up. Alors, je sais pas pour toi, Raphaël, mais… Oui, non, mais pareil, hein, je reste sur la team hold-up pour le coup. On va voir si on se trompe, mais je ne suis pas bien persuadé parce que vu ce qu'il a montré sur les 3 premiers quarts, je ne comprends pas bien pourquoi le déclic viendrait d'un quatrième carton face à Détroit. Ça serait assez comme surprenant, ça. Mais bon, pourquoi pas. Bon. Non, bah après, je vous rejoins, hein, c'est quand même un peu terrible ces deux équipes-là. Alors, on passe à Washington 27, Eagles 17. Philadelphie menait 17-0. Là encore, tiens, on a du comeback. Ça semblait plier, mais ils ont pris 27 points de suite. Alors, il y a des blessures, plein, partout, à tous les niveaux. Mais quand même, est-ce que ça excuse vraiment de laisser filer une telle avance contre une telle équipe? Avec tout le respect que je peux avoir pour Washington. Raphaël, c'est non. Non, ça ne justifie pas. Mais notamment, je trouve, là, pour le coup… Alors, compliqué de mettre en accusation un quarterback qui prend 8 sacs, qui prend la pression sur quasiment tous les snaps. Mais Carson Wentz a quand même fait des choix de passe et notamment ces 2 interceptions qui coûtent très très cher à son équipe parce que Washington en attaque n'avance quasiment pas en fait de tout le match. C'est vraiment à chaque fois la défense de Washington qui permet à l'équipe d'être en position pour aller marquer. Donc, à mon sens, à 17-0 en tenant le match comme ça, non, ils ne peuvent pas le perdre malgré toutes les blessures. Ah bah, dans le genre match sale, 265 yards pour les Eagles, 239 pour Washington. Donc, clairement, on n'était pas sur un festival offensif. Grégory, alors 8 sacs pour Washington. Moi, ça me fait ultra plaisir. Je hype leur défense depuis 2 mois, même depuis l'année dernière, je crois. Mais en effet, c'est quand même compliqué pour Philadelphie de laisser passer ça s'ils veulent prétendre à quelque chose dans cette division. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, après, on savait que face à cette grosse ligne défensive, le fait d'avoir une O-line quasiment intégralement à l'infirmerie, ce serait rédhibitoire. Et bon, je sais pas jusqu'à… Enfin, encore une fois, c'est dur vu le contexte, vu que c'est une première semaine. Je sais pas jusqu'à quand Doug Peterson sera bulletproof par rapport à son Super Bowl.
Mais je trouve que sur ces 24 derniers mois, on met beaucoup en avant le fait qu'il y a un play call offensif un peu douteux. Malgré paradoxalement un Carson Wentz qui a le mérite de se battre, hein, malgré des choix qui peuvent être un peu compliqués. Donc ouais, j'ai cette question-là. Après, encore une fois, franchement, Washington, s'il y a bien un match qu'une équipe a gagné grâce à la défense, c'est les Redskins. Je crois qu'en deuxième mi-temps, sur cette drive, Washington en commence 5 dans la moitié de terrain adverse. Et voilà, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir non plus un quarterback élite pour gagner ce match. Et Dwayne Haskins s'en est pas trompé, hein. Il est parti booster sa défense. Tu m'étonnes, il lui rendait le ballon quasiment sur les 30 yards adverses. Donc c'est sûr que ça a facilité la tâche. En tout cas, ça a remis clairement Washington dedans. Donc c'est bien, ça confirme en tout cas ce qu'on pensait de cette D-line. Maintenant, il va falloir être un peu plus complet du côté de Washington parce que il y a des trous un peu partout et hormis un sursaut d'orgueil, ça va peut-être être un petit peu long, comme pour Jacksonville. Hein. Est-ce qu'ils vont en prendre beaucoup comme ça cette année? Je ne sais pas, mais ça passera, je pense, intégralement par la défense. 17 sur 31 pour Dwayne Haskins. En effet, bon, il a semblé impliqué. Il y avait de l'allant. Après, c'est sûr que c'est pas encore parfait, mais au moins, voilà, il y a de l'allant. 17 sur 31, c'est évidemment encore d'être un match où il a plané sur. Non, je suis convaincu. Non, mais je donne des points d'encouragement. Non, mais excuse-moi, c'est pas contre toi, mais on en est à dire d'un quarterback numéro 1, bah ça va parce qu'il y a de l'allant, quoi. Enfin, bah ouais, il est motivé. Un ouais, point de motivation. Ok, t'es quarterback numéro 1. Non, mais on en revient au même truc que Bridgewater. En fait, on se contente. Mais excusez-moi, mais en fait, on se contente d'avoir des joueurs moyens au poste de quarterback. Genre, c'est comme une fatalité. Il y a plein de franchises. Alors, peut-être qu'il n'y a pas 32 bons quarterbacks aux États-Unis, hein, ça c'est possible, j'en sais rien, mais. Je sais pas, je trouve les franchises pourraient prétendre à un peu plus que avoir un game manager ou avoir un quarterback qui a de l'allant. Voilà, après, oui, si t'avais 32 super quarterbacks dans les équipes, ça serait grave quand même. Hein. Je veux bien que, oui, non, mais je veux bien que tu prônes l'élitisme sur le poste, tu as raison, mais bon, au bout d'un moment, on fait aussi avec ce qu'on a. Je crois que s'il y a une chose qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas 32 bons quarterbacks et il n'y a pas 32 bons kickers en NFL. Après, comparer Bridgewater à Haskins, je vais pas relever. Bengals 13, Chargers 16. Tiens, Grégory, c'est toi qui vas enchaîner puisque c'est les débuts du numéro 1 de la draft. De Joe Burrow, 23 sur 36, 193 yards, d'une interception, mais un touchdown au sol. Alors, il n'a pas marqué dans les airs, mais il a été volontaire. Oui, bah écoute, je sais pas s'il y avait un contrat sur Carson Wentz, mais visiblement, Joe Burrow, il est bien parti aussi. Il n'a pas pris 8 sacs, mais ouais. Tu vois, pour le coup, les Rams, ça a été une étonnante surprise avec des postes inquiétants qu'on rassurait. Bah, les Bengals, on s'attendait à une O-line et un run-stop pourri. C'est ce qui a été le cas et ce qui a posé problème à Cincinnati pendant tout le match. Joe Burrow n'a pas démérité. Ils arrivent à s'accrocher parce que les Chargers, on va le dire, hein, c'est pas folichon. Franchement, je pense que c'est pas le match le plus glamour du week-end qu'on a pu voir. Pourquoi tu crois que je l'ai mis en dernier? Bah oui. Et pourtant, Joe Burrow, il a quand même cette capacité en fin de match d'aller potentiellement chercher le drive de la victoire, avec le touchdown qui est annulé en l'occurrence pour une poussette d'AJ Green, avec le kicker qui en plus se liquéfie. Ah mon Dieu, j'ai mal aux ischios. Quand on parlait de poste où il n'y a pas assez de gens de qualité. Hein. Bah, on s'attendait à une saison rookie compliquée pour Joe Burrow. Bah, on l'a vu, hein. Donc bon, je suis un peu inquiet pour les Bengals. Zach Taylor qui me rassure toujours pas sur le play call, mais bon, ça c'est pas une première. Joe Mixon qui fait des fumbles en position désavantageuse. Donc ouais, ça va pas être une saison évidente pour Cincinnati malgré les quelques renforts de l'intersaison. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de Joe Burrow? Plutôt pas mal. Oui, des erreurs de rookie, hein, sans aucun doute à ce niveau-là, du rodage, un problème pareil. J'ai trouvé comme Greg pas un play call forcément inspiré, mais j'ai trouvé prometteur ce dernier drive face à une bonne défense des Chargers où on sent qu'il a du talent et des qualités pour aller chercher des big plays, tout ça. Donc là-dessus, il y a de l'espoir. Il y a clairement de l'espoir. Alors, il faut finir quand même ce premier débrief de la saison en parlant de Tyrod Taylor. Parce que je sais que Raphaël, tu veux parler de Tyrod Taylor et sa fiche impressionnante de 16 sur 30 pour 208 yards. Non, alors là, où va-t-on, monsieur? On est clairement en dessous de Teddy Bridgewater. Hein. On est en dessous de l'échelle d'Alex Smith d'il y a quelques années. On est vraiment sur le mec qui est là. Hein. Il est là. Je veux dire, c'est bien. Il n'a pas démérité, quoi. Bon, après, lui, c'est un peu comme Fitzpatrick, hein, il chauffe la place pour l'instant. Hein. Après, voilà, il n'a pas mis énormément d'allant. Je sais que tu as beaucoup aimé sa prestation, Raphaël. Dis-en un mot. Ouais, alors je vais parler de lui parce que je comptais en parler dans les flops, mais du coup, je vais tourner mon flop autrement. Hein, c'est pas grave.
Parce que c'est vrai, j'ai rien contre l'humain et c'est sans doute un mec très sympa, donc j'ai même pas envie de le mettre sous le bus plus particulièrement. Mais ouais, c'était d'une médiocrité, mais aberrante. Alors oui, il chauffe la place. Ouais, bah ok. Il faut espérer que Justin Herbert est bon. Parce que Ouais, sinon ils vont pas aller très loin, hein. Même avec une belle défense, faut même espérer, avec ce qu'ils veulent. Ouais, bah c'est bon, voilà, c'est pour ça je reviendrai dans le flop. Alors on passe au top et au flop. Les tops et les flops, donc on va commencer par le top de Raphaël. Et ben en top, j'ai le cornerback rookie des Jaguars, C.J. Henderson, que j'ai trouvé très 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 bon, à la fois sur ses couvertures, ce qui est pas mal pour un cornerback, vous me direz, choisi au premier tour, mais là, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que je l'ai trouvé très bon plaqueur, et ça, c'est pas si marquant chez tous les cornerbacks rookies, même chez tous les cornerbacks. On a quand même une flopée de cornerbacks dans la ligue qui ne savent pas plaquer ou qui se contentent de tenter le big hit. Alors lui, il s'est vraiment, il a tout le match, il a bien plaqué, il sauve une troisième tentative là-dessus. Bref, j'ai été assez impressionné par sa première performance et donc espérons qu'il continue là-dessus parce qu'il peut amener ce renouveau dont on parlait chez les Jaguars. Grégory, ton top? J'ai pas mal hésité entre certains rookies. Bon, Clyde Edwards-Helaire, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que justement, Baltimore, au-delà de la grosse performance de Lamar Jackson et de ses connexions avec Andrews et Brown, il y a quelques rookies qui sont pas mal montrés. Je pense à Patrick Quinn sur le poste de linebacker. Je pense aussi et surtout à J.K. Dobbins, qui sont des stats énormes à montrer qu'ils pouvaient justement être cette relève de Mark Ingram qui est sans doute espérée du côté du Maryland. Donc ouais, de bon augure, on savait qu'ils avaient fait une draft intéressante et l'avenir est prometteur pour les Ravens. Pour le mien, Greg, tu as lancé son nom tout à l'heure, c'est Aldon Smith des Cowboys. Il faut quand même saluer parce que c'est une belle histoire. Il n'a pas joué depuis 5 ans. Tu disais de nombreux mois, ça fait 5 ans quand même qu'il n'avait pas joué. Et dans ce match, il joue 54 snaps pour 11 plaquages, dont 1 pour perte, 1 sac et 2 pressions sur le quarterback. Donc, on peut dire que visiblement, le pass rush, c'est comme le vélo chez lui, ça ne s'oublie pas. Et c'était quand même impressionnant. Voilà, il a eu beaucoup de problèmes et c'est quand même toujours bien de voir quelqu'un qui en revient. Donc, il faut voir s'il restera pleinement focalisé toute la saison. Mais oui, bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il sorte un gun dans le vestiaire ou dans un aéroport, hein, mais pour l'instant, je lui souhaite qu'il surtout qu'il joue avec Everson Griffin, je crois. Ouais, à mon avis, les deux, là, il va falloir les surveiller. Hein. J'espère qu'il y a quelqu'un J'espère qu'ils ont une nounou, parce que… Bon, en tout cas, on en plaisante, mais ils ont eu des moments difficiles. Je leur souhaite que ça aille mieux, parce que ça a été difficile pour tous les deux. Donc, tant mieux, en tout cas, s'ils ont trouvé l'aide dont ils avaient besoin et si ça va mieux. Le flop, Raphaël, donc, tu avais beaucoup de choses à dire. Vite ton sac, fais-toi plaisir. Non, bah écoute, c'est les Chargers. Au début, j'avais inscrit sur ma feuille Tyrod Taylor, mais c'est presque pas de sa faute en fait qu'il se retrouve dans cette position-là. Moi, je comprends pas ce choix. Alors oui, il décide de drafter Herbert, très bien, mais avec une équipe qui a une défense qui a du talent un peu partout, qui l'a encore montré, qui est plutôt loadé, des skill players. Ce peu d'ambition de choisir Tyrod Taylor pour conduire l'équipe en attendant que Herbert soit prêt, parce que si Herbert, son plan, c'est de le mettre 1 an, ça veut dire qu'en gros, pendant 1 an, tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'ambition, ton ambition, c'est le plafond Tyrod Taylor. Je comprends pas. On est à l'heure des refontes, Raph. On est à l'heure des reconstructions qui prennent 2, 3, 4 ans. On n'a pas compris, nous, on est trop aérés par. Mais attends, les Chargers, ils n'ont pas besoin de 2, 3, 4 ans quand tu vois cette défense, quand tu vois le groupe qui est autour. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quitte si c'est 1 an, tente le Paris Newton, tente James Winston. Ils étaient en playoff il y a que 2 ans. Enfin, j'en sais rien, mais. Ou Garde Rivers, quoi. Ou garde Rivers, mais exactement. Il est arrivé en fin de cycle quand même, un peu peur. Ouais. D'accord, mais Rivers, c'est encore meilleur que Tyrod Taylor. C'est encore meilleur que. Enfin, moi, je ne comprends pas. Herbert sera peut-être une surprise. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, c'est pareil pour le coup. On parle de Seattle avec Wilson, etc. Déjà, le simple fait qu'ils n'arrivent pas à blinder cette ligne offensive pour donner justement une envergure constante à cette attaque sur tout un match, ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Il y a un jeu au sol qui a été efficace sur ce match-là avec Eclair et le rookie Kelly. Et pourtant, ouais, tu blindes pas suffisamment. Tu as beaucoup de playmakers, de skill players en attaque,
mais t'as quasiment rien pour les protéger. Déjà, ça, pour moi, c'est encore plus problématique du côté des Chargers. En tout cas, vous aurez apprécié que Raphaël a sa propre palette de sons, puisque quand il fait son flop, il y a une ambulance qui tourne derrière. C'est hyper bien joué. C'est synchronisé avec la rue et tout. C'est très professionnel. Grégory, ton flop. Eh ben, je m'excuse d'avance auprès des fans des Chargers, mais alors, les maillots des Rams et des Chargers, ça va pas du tout. Là, alors, franchement, et je suis désolé, mais on n'est pas du tout dans le thème. Alors attends, parce que j'en reviens pas. Je pensais vraiment que j'aurais un flop à part et on se retrouve dessus, quoi. Ah, je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Là, franchement, je sais pas lequel était le pire, parce que quand j'ai vu celui des Chargers, j'ai fait ah ouais, il est moche quand même. Alors, et j'ai vu celui des Rams. Alors, Wow. par contre, moi, je défendrais celui des Chargers parce que j'aime bien le combo et il y a le côté rétro de leurs uniformes. Je crois que je sais plus, c'était années 80, 60, je sais plus, avec le futal jaune, etc. Mais alors, le délavé des Rams. Alors, moi, le flop m'a été inspiré parce que j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui a dit à Raphaël, est-ce que tu pourrais parler des maillots de je sais plus qui? Et il a répondu, je suis pas Christina Cordula, poteau. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'être Christina Cordula, tu vois. Si Raphaël veut pas le faire, il faut que quelqu'un s'y colle. Non, mais ils arrivent à rendre le maillot d'Atlanta super beau, alors que je suis pas fan au départ du maillot, mais bon, il est déjà 10, 20 fois plus sobre que ces bouses là. Moi, franchement, c'est le gris sale délavé des Rams, là, c'est immonde, quoi. C'est vraiment le t-shirt blanc que t'as foutu au sale avec un t-shirt noir. T'as oublié de mettre la lingette des Color Stop dans la machine et hop, rouler, le truc, il est ressorti gris. C'est immonde. Franchement, il est immonde. Du coup, en plus, le bleu est fluo sur le casque. Enfin, il n'y a rien qui va. Et Alain dit ça des Rams. Hein. Ouais. C'est pour prendre conscience de la chose. Et alors, sans être dans le moche, par contre, le Cardinals 49ers, c'était très problématique avec ses maillots rouges contre maillots rouge-blanc. Il y avait un vrai problème, quoi. C'est vrai. Alors, parce que déjà, les Cardinals portent des maillots avec empiècement des années 90, que ça va pas du tout. Il faudrait se mettre à l'uni à un moment. Parce que tu peux pas avoir deux couleurs comme ça. Et surtout, quand les mecs en rouge sont dans ta division, ah ouais, non, ça c'est un peu relou à suivre. Donc voilà, problème de maillot. Mais le gris des Rams, il est aussi immonde que ce qu'il en avait l'air quand il a été présenté. C'est une infamie, quoi. Ils auraient vraiment dû garder ceux d'avant qui étaient déjà moches à ce tarif-là. Bon, voilà, on a terminé sur une note footballistique d'analyse très pointue dans cette émission. On tient à le dire. C'était le premier débrief. Nouvelle formule, donc on l'a dit. Vos questions maintenant, c'est dans l'émission du jeudi pour pouvoir avoir plus de temps pour les débriefs. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est toujours un plaisir. Un plaisir de vous retrouver pour cette 10e saison du podcast Jean Actu. C'était l'épisode numéro 360. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Alors, il y a des gens qui ont des bons pseudos. Il y avait juste un doigt. Cédric, Pierre, Geoffrey, Thibaut B, Tiffany. Tiffany, on te remercie, Tiffany, qui est notre photographe. T'es pas obligé de typer parce que ça revient aux bénévoles aussi. Donc, sinon, tu mets 5 € dans ton portefeuille toi-même. Comme ça, ça marche aussi. Mais en tout cas, on plaisante. Mais gros bisous et merci, Tiffany. Étienne, Théo et Nico 59 933. Merci donc pour nous suivre sur Twitter @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, Facebook @TDActu, Raphaël _TDA pour parler maillot avec Raphaël sur Twitter, @Yellow Radiosa pour Greg, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je vais essayer de lancer proprement notre générique. Hop là, voilà, comme ça monte en puissance doucement. Je vous remercie encore, messieurs. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission et dimanche dans le fauteuil, bien évidemment. À bientôt. Ciao, ciao. Meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady